Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hey everyone, this is Charlie Caster for the morning coffee stream. C'est mon stream matinal du dimanche matin. J'espère que vous allez bien, tout le monde. Moi, ça va super. Je suis en train de déjeuner. Petit jus d'orange, un petit pain, un pomme et raisin et un café. J'espère que vous allez bien. Passer du bon temps ensemble. Et voilà. Donc, pour ceux qui sont peut-être pas nécessairement habitués, on va aller regarder des petites choses sur Internet, YouTube, Kickstarter. On va faire le tour de ce qui existe. Et voilà. Ça va être pas mal, sérieusement. Moi, ça va bien. On passé quand même une belle semaine. La semaine prochaine, on va avoir un beau stream. Bel horaire. J'en ai un petit peu parlé hier. Plein de belles choses. Plein de belles choses à venir. Je vais justement aller publier mon horaire sur Twitter. Ça va être fait. Pour la suite. Et ouais. C'est posté. Non, mais sérieux, ça va être bien. J'ai bien hâte d'aller tester un 911 Operator. On va aussi continuer notre aventure sur GTA. Justement, je voulais rendre certaines décisions que j'ai faites hier publiques. Ben, plutôt cachées, c'est une confidentielle. Mais j'espère que vous allez bien sur le chat. Moi, ça va super. Il y a une chose qui se passe. J'ai vu sur Twitter, il y a des choses qui vont se passer sur Twitter. Tout change. Voilà, je dois juste changer un petit numéro dans un de mes fichiers par rapport au prof. C'est pas pour faire aux demandes de pardon. Donc, on va le publier. Là, je viens de voir. Ouais, il y a Sayu qui va bientôt commencer son stream, son subathon. On nous souhaite bonne chance. Ça va être pas mal, sérieux.
Non, on va préparer beaucoup de belles choses, ça y est. Ça va être bien. Bien hâte de voir ça. Sinon, il y avait eu de la course de F1 aujourd'hui. Je vais aller rapidement regarder les résultats. Ok, je vais peut-être écouter la course, ça semble avoir un petit peu d'action. Je vais écouter la course plus tard. Donc, ouais, on va avoir une belle journée. Bien belle journée, gang. Donc, on va commencer ça. On va commencer par aller faire notre petit tour. Attendez, je vais juste finir une autre petite chose avant. Voilà, voilà, on est pas dans le business, gang. On est en business, faut juste j'envoie ça sur un Discord. Voilà, bon, ça c'est fait. Voilà, ça c'est fait. Bon, on va pouvoir continuer un petit peu ensemble. On va aller regarder ce qui se passe sur Kickstarter. On va changer le setup. Stream. Quelques instants. Voilà. Donc, on va aller regarder un petit peu ce qui se passe sur Kickstarter. Puis ensuite, ben écoutez, ça va être un peu de YouTube, un peu de React.
sur YouTube. C'est pas mal. J'espère que vous allez bien tout le monde. Ça va bien. Donc, qu'est-ce qu'il y a de bon? Ouais, terraformer map qu'on avait vu la dernière fois. On l'avait vu, ça avait l'air quand même pas mal. Ok, c'est quelque chose d'autre d'intéressant qui va débarquer en stream bientôt. Pas en stream. Bordel. Il va débarquer sur les tablettes. Je vais regarder des trucs un petit peu plus techno. Des points. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est une genre de boîte à bento. Ok, c'est une espèce de boîte à bento. Pas bon ça. Pas mal. Qu'est-ce que c'est ça? Un nitropresse. Ah, des shots genre de café. Moi, c'est pas plus genre des jus. Ok. Je parlais avec un ballon d'oiseau hier, c'est pour lui. Un peu pour chercher, pour reconnaître le son des oiseaux et de la nature. Ce serait pour un ballon ça. Donc. Super style d'eau de bien. Que se passe-t-il de bien? Dis bien. On va regarder ce qui se passe côté jeu. Un petit gorgée de café. Un bon café. Donc. Ok. Terraforming 5 qu'on avait déjà regardé. Un DM screen. Bon, on va aller regarder ça pour un chat. Ok, bon, ça marche bien. Bonne participation sur le Kickstarter. On va regarder la vidéo.
Oh putain, je en bois, ça va être cher. Deuxièmement, là, c'est pas mal. But I'm still glad you made it high. Roll down your window, play this on repeat. Whipping your neck when we cruise in the street. Like what you see, but it's hard to believe. I make it look easy. Yeah. Hey. I make it look easy. Yeah. Hey. I make it look easy. Yeah. Hey. I make it look easy. I feel so good, you got to believe me. The way I move, I make it look easy. The Game Master screen by Wormwood is finally here. Everyone wants to know, what the hell are we offering? Non, mais c'est pas mal. Game Master screen is Mais going ça to doit être cher. include two different Ça va types être of putain de cher. panels. We have our solid panel and we have our display panel. If someone wants a nice traditional setup, this is probably what you're after. We also have a display panel. The only difference is that it has this insert in the center. This can be swapped out with any other wood that we're offering in the campaign. We also have acrylic inserts if you wanted to showcase some artwork. But honestly, the coolest thing about this screen, these are solid wood and the magnets are completely hidden. You can't see them at all. And polarity is no issue. If you wanted to set it up this way, it works. If you wanted to set it up this way, it works. So in the campaign, we have 11 woods/wood pairings that are gonna be available. Cherry, Eastern Elm, Black Walnut, Paduke, Purple Heart, Bolivian Rosewood, Macassar Ebony. Or if you wanna take it one step further and combine some of your favorite woods, Cherry and Black Poisonwood, Maple and Purple Heart, Wenge and Paduke, Putain, c'est beau. Wenge and Maple. Does this look as good as it feels right now? Ouais, ça salute. On every single one of the panels, by default, it's going to come with this magnetic note bar up top here. But below the note bar is where the fun really starts. So the first accessory we have are the acrylic frames. These take any maps or notes you want on display and makes them dry and wet erase friendly. Let's put this in. We put this right on top, and just like that, you got a marker? Ooh. Woo! Woo! You can write! But you can get even more crazy. And this is our mag plate and transforms the entire back of your screen into a giant magnetic plate. You can put whatever the hell you want to put on there, like a little refrigerator magnet or something like that. But I would recommend using master trackers. These are modular magnetic trackers that keep track of everything a DM would ever need. And the acrylic frames, the mag plate, the master trackers, they all come in a full or half size, so you can customize the back of your screen to look exactly the way you want it to. And everyone's favorite accessory, the tablet tray. This little guy pops right onto the bottom of any one of your panels, and it even has a little slot down low where you can put dice, writing utensils. Let's utilize the note bar. Look at all this. This is a lot. There's a lot of functionality, but let's keep going. That's the cool. The two-way tower. It has hidden magnets in it just like the panels do. So you can keys right. That's nice. So now this is just a functional part of the screen. Gives the panel a little gravitas. I don't know what my hands were doing. We can either roll privately or roll publicly for everyone to see. And on top of every single screen, there are slots, and those are for our initiative trackers. Our initiative trackers are double-sided, and they come in two colors to differentiate players and monsters. Hello and welcome to 2023. It has been a full year since we have offered the Wormwood Game Master screen, but we are back this year for people who may have missed out the first time or want to add on to their existing system. We are bringing back everything from the first campaign that you know and love, and even offering some rerun la campagne. Adding to our lineup of woods, we have rustic maple, zebra wood, wenge, and a wood we haven't worked with in years, canary wood. And for our new wood combinations, we have Paduke and Wenge, Zeracoat and Purple Heart, Figured Maple and Wenge. And our last wood pairing is our signature series, a Oak, Burl, and Wenge combination complete with silver stringing and a hand-inlaid logo in the center of the display panel.
And this is the only wood combination where we are also going to be offering matching accessories, complete with oak burl stringing and a hand-inlaid aluminum fill. And making its way into this campaign, we have our Adventurer's Arsenal, which includes our personal dice tray, a turned pencil, and a Master Vault. The Master Vault has the capacity to hold your dice, pencil, miniatures, and more. Yeah. Oh, man. What? To put the lights on. It's alright. Yeah, what are you gonna do? All of these products are going to be available in not only every wood in the campaign, but every wood combination, including our signature series. And that would be enough, but we're not stopping there. Introducing the Random Attack Tower. We have partnered with Paladin Woodworking once again, and he is on the bleeding edge of dice rolling technology. When you roll your die down this tower, it can come out of one of any 6 slots, each corresponding to someone in your party, making the drama real because it is not up to the DM, it's up to the tower. And there's a second channel that allows you to use this as a traditional dice tower as well. And we even have a few more new additions to the campaign. C'est sick ça! Yo, imagine-toi, tu sais, pour les attaques d'initiative pis tes mobs. C'est le level. C'est cool, sérieux, hein? Tout en bois avec un petit peu de métal dedans, c'est sick. We're super excited to be back on Kickstarter with our most successful accessory to date. This time around, we're only here for 2 weeks, so be sure to get your pledges in quick. Ben ouais. Belle campagne. Ok. Non, mais des super rude. C'est leur signature super beau, mais le Wizard là, un Purple Heart and Maple là. Mais oui. Storage Tower. C'est vraiment beau ça. J'aimerais ça avoir un... Ok, là on va parler for real. J'aimerais ça en avoir un jour. Et quand même... Ben ça c'est beau, peut-être modulaire. Mais encore une fois, ça demande de la préparation du côté du DM. Faut que tu les imprimes tes affaires, faut que tu aies le stock pour les monter. Généralement, je vais être honnête, les écrans de DM... D'abord, ils ont toutes les infos que tu as besoin, mais ça, si tu fais de quoi d'un petit peu plus custom ou avec ta campagne, ça peut être pratique, mais ça demande la job. On va regarder, là, ça va vous indiquer les prix un petit peu plus bas dans la page, on va voir les prix puis on va avoir peur en gang. J'ai déjà vu comment ça coûte ces affaires-là, puis c'est pas donné. C'est pas aussi beau que ça, ce que j'ai vu. Bon, le turn track, ça c'est des extras. Yeah, screen. Fait que ça commence à genre 65$ du panneau, genre. Je pense qu'ils vendent en kit, ça c'est vendent en kit. Genre ça, tu montes ton kit. C'est ça, c'est tu le montes en kit. T'as les prix ici, genre. Fait que ça devient vraiment quand même cher, c'est ça, c'est un kit que tu montes, c'est comme au Subway, hein. Tu prends tout, mais ça peut vite, genre, probablement vite monter comme fucking cher, là. C'est juste de... Juste la Dice Tower, la... What accessories? Dice Tower, faut juste que je la retrouve. Je vois Dice Tower, c'est le two-way Dice Tower, mais c'est pas ça. Mais c'est genre juste le two-way Dice Tower dans la signature série est 500$, t'sais.
Ou juste en bas des rads, c'est 145, puis c'est leur two-way, c'est pas celle le random. Ouais, ouais, US. Plus le shipping, c'est frais de douane. C'est cher, là. C'est 45$ de shipping pour, mettons, le Canada. Que je joue ici. Ben, mettons, ça fait des beaux cadeaux Noël. Mais tu sais, si tu vas avoir l'écran complet. Ben, tu sais, c'est modulaire. Fait que tu prendras pas le truc complet. Mais si, mettons, avoir de quoi qui est. Mettons, la majorité des choses que les gens voudraient, tu peux facilement te monter genre à 500 000 piastres, là. Mais c'est beau, là. C'est beau. Si on le voit ici, c'est le truc du DM screen qui fait les prix. C'est un shower, c'est un vendre 15 ventes, 15 points. C'est chaud, mais. Non, c'est ça. Mais c'est beau, là. Mais tu sais, c'est du stock, c'est du bois, ça a l'air d'être quand même fait à la main, tu sais, c'est du custom. Fait que tu sais, c'est ça, c'est quand même... Bon, on va regarder leur actualité, voir c'est quoi des choses qui ont été faites là. Bon, c'est cool. Mais c'est un beau projet, on va être honnête là. Beau projet. Il y a quoi d'autre dans ce jeu? Ouais, c'est ça, je suis pourrais dire. J'essaie de trouver peut-être de quoi d'un petit peu plus approprié comme station. Voilà. Ça va être un petit peu mieux comme musique. Ambiance gang. J'espère que vous allez bien. Ça va bien. Je vais prendre mon café. Colombien noir. 20 minutes. Ok, on va regarder. Oh, une gaming table. Salut Stella. J'espère que tu vas bien. Je suis en train de regarder les choses sur Kickstarter, surtout orienté Donjons et Dragons, D&D, TTRPG. Mais c'est une belle table.
Encore une fois, on voit les trucs qui coûtent cher présentement. Ça doit coûter la blinde. Mais j'aime le truc, c'est pratique ça. Mettre tes snacks et tes chips. Combien coûte cette merde? Moins pire que je pense. Ok, c'est without pepper. Mais moins pire que je pensais quand même. Non, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, ben ça a l'air d'être un petit matériel, genre un peu plastique. Fait que ça a quand même l'air de se nettoyer bien, là. Mais tu sais, en même temps, là, moi, je me suis payé une table chez Ikea. Attendez, je vais vous la montrer. Je la retrouve pas nécessairement, là, mais je me suis pris une table chez Ikea, tu sais, qui peut être pour 4, pour 6, puis pour 8. Puis elle fait effectivement... une belle table qui fait bien la job pour du D&D. Moi, je la mets à 6, puisqu'à 4, je trouve ça un petit peu petit, c'est un petit peu tristounet. Mais je la mets à 6, puis quand je reçois du monde, je vais, pour, mettons, des games, je la mets à 8. Fait que, tu sais, mettons, quand c'est rendu le temps de manger, tu sais, mettons, on est 4-5, on passe tout sur le coin de la table, puis on peut se mettre une pizza, puis on est correct, là, tu sais, il y a la place, là, pour les gens, là, quand ils ont leur livre, puis tout ça. Mais c'est ça, fait que je me suis pris une table chez Ikea, là. Ça fait bien la job. Ah ouais, le tapis est pas pire, là. Mais tu sais, c'est un texturé, là. Mais, yeah. Mais c'est pratique, sérieusement, là. Le prix, ça va, sérieux, là. Fromage, un petit jeu de société sur le fromage. Let me give you a taste of Donc, fromage, a game where you are a French cheesemaker, crafting dreams into delicious dairy delights. So let us embark on this extraordinary journey of flavors, passion, and artistry. Each town make cheese for a different venue, each with a unique cheese-making challenge. With each turn of the board, your cheeses age. When fully ripened,
your worker is ready for another task. The finest cheeses require more time and patience, but are well worth the wait. Skillfully manage your creamery. Construct remarkable structures to elevate your cheese-making skills. Tend to your herd and produce the highest quality milk. Harvest your berry patch to create jams or infuse cheeses with irresistible flavors. Craft everything from creamy brie to sharp roquefort. Fromage is a celebration of flavor, tradition, and the pursuit of excellence. Ah, ça doit être un jeu, Create something truly petit jeu special and cute, là. join us on this journey to the heart of French cheesemaking. Pas mal. Tu sais, je vous avais déjà parlé d'Écrime, qui était le jeu de rôle français, qui ont sorti une version anglaise que je compte m'acheter parce que j'ai jamais été capable de trouver la version française. Fait que ça, c'est pas pire. Mais Écrime, là, ouais, ça, j'ai hâte. Un jeu qui se passe dans une genre de Venise steampunk avec une eau toxique, acide, pas pire. On avait déjà regardé le Ballad of Holding qui était honnêtement pas mal. Le DM Swing qu'on a vu. Y a-t-il d'autres belles choses qui s'en viennent? Ah oui, ça, j'ai vu ça tantôt. Ça a quand même l'air cool. Ça a l'air d'être un jeu un peu comme style Cards Against Humanity. Latest headlines from SJG News. UFO abducts Hollywood starlet. Scientist denies giant ape escape. Air Force rocket destroys secret moon city. Tired of reading the news? Now you can make headlines of your own in Tabloids, a hilarious headline-building game from Steve Jackson. Turn your friends group into a newsroom as you compete to create the weirdest and wildest headlines. Use your shocker and filler cards to create over-the-top headlines. Read your headlines out loud and listen to other players' headlines. Once everyone is shared, the table votes to see which headline was the best. Winning headlines earn you a scoop card. The person with the most scoop cards at the end of the game wins. Tabloids is a fun and fast-moving game for 3 or more players. Each game comes with 328 cards and easy rules so you can play again and again at parties, game nights, and other gatherings. Now you can make the news. That's cool. That's cool. Oh! Level Up Advance 5th Edition Starter Box. Qu'est-ce que c'est ça? C'est pour D&D? Ah, puis je l'avais vu aussi pour le... Ça aussi, on avait parlé la semaine passée, le bilan à l'écrit de Cobalt Press. C'est pas pire, mais on va aller regarder ça. Pour la 5e édition. Welcome to Level Up Advanced 5th Edition, a deeper, more flexible version of the 5e rule set which you know and love. This boxed set contains everything you need to upgrade your 5e game to level up. The 68-page rulebook gently introduces you to the new rules, including new conditions like doomed, bloodied, and rattled, and new tracked conditions like fatigue and strife. Combat maneuvers are techniques that martial characters can use to make combat more dynamic and fun. The environment itself gets a turn each round with world actions. Journeys, with rules for journey activities, example exploration challenges, including a corrupted druid grove, supply, resting, and havens. And a selection of 30 monsters demonstrating how level up makes foes more interesting than a bag of hit points. All this and a 3-part adventure path, poster maps, and tokens. What are you waiting for? Join us and level up. Non. Ça a des idées intéressantes, hein, mais faut faire gaffe, là. On commence à trop mettre des nouvelles choses dans D&D, là. Voilà, voilà, on fait
Fait le tour. Bon, on va passer sur YouTube. Je vais juste changer les. Mettre mon half screen. On va regarder c'est qu'on va les regarder. Qu'est-ce qu'on pourrait aller regarder sur YouTube? Ah mon dieu, je vois partout le monde sur YouTube, sur Twitter, ça parle juste du nouveau modèle de Kyo. Chez Niji English, hein. Bon, là, ça fait réagir. Et je plains, pauvre, pauvre. Ok, donc, qu'est-ce qu'on pourrait aller se checker? Insider, c'est toujours intéressant à regarder. Ça va être en anglais par contre, gang. C'est des petits documentaires de chez Insider sur différents petits sujets. On va aller regarder ça en quelques instants. Je veux juste aller me faire un petit refill de café avant qu'on passe à l'étape YouTube. Je reviens dans très peu de temps, les amis. Me revoilà, les amis. On va pouvoir reprendre. Et je nous ai trouvé ce qu'on va regarder. Ça va être sur les fromages. Non, ça va être sur la fraude alimentaire. On va aller regarder ça. Je vais vous mettre les sous-titres. Puis, ouais, si je vais mettre les sous-titres, ça va être en anglais par contre. Si vous avez besoin de traduction, je vais vous traduire là, des passages importants, mais je vais quand même réagir en français. Donc, on va changer d'écran. Moi, un petit instant. Voilà. C'est pas ça. C'est ça de chez Insider Business. It takes over 40 gallons of sap to make just one jug of real maple syrup. That's why one of these bottles can cost $10. And grocery stores are flooded with imitation syrups that don't have any maple sap at all. In fact, tons of expensive foods we love eating might not be the real thing, including wasabi, vanilla, and truffle oil. The main reason why this happens, it's all about money.
Some of this is legal, as long as products that aren't the real deal disclose it on the packaging, even if it's a bit sneaky. But often, it's illegal, with entire criminal rings behind these counterfeit foods. Globally, the fraudulent food industry could be worth $40 billion. Bordel! The sort of least end of it, you're getting ripped off. At the worst end, you're literally getting poisoned. So how did fake food take over our grocery stores, restaurants, and kitchens? And how do counterfeiters get away with it? We travel around the world to learn how to spot the real stuff. First up, truffles. Effectivement, j'ai entendu parler qu'il y a Hate to beaucoup break de it fraude to you, alimentaire. but your $15 truffle fries don't have any truffle on them. What is called truffle oil is entirely made in a laboratory. Has nothing to do with mushrooms. Real truffles are pricey and rare. Yeah. And they need specific conditions to grow, usually in places like Italy and France, or here in the UK. Truffles are always found with trees, and they have to be the right type of trees. Under the ground, the truffle is just the fruiting body, so an equivalent of an apple. We used to train pigs to find the fungi, but now mostly dogs do the sniffing. Good boy, thank you, good boy, come. So he's told us it's there, it's still in the ground, so do I want to take it out of the ground or not? It all depends on if it's ripe. If it's unripe, there's no point in having it. So the nose comes into play, and we actually sniff the ground for it. Yeah, that's a nice one. Yeah, that's probably about C'est beau ça. 70, 80 grams. Once the truffle is out of the ground, the clock is ticking. It's just sort of slowly going to degrade over time. People have learned how to farm truffles successfully. About 80% of the black truffles we consume are now cultivated, but it can still take as long as 6 years to grow them, and most attempts to farm the most expensive white truffles have failed, which is why they're so pricey and often counterfeited. Since truffles are hunted in the wild and delivered in labelless bags, it's easy for fraudsters to swap them out for cheaper ones without getting caught. But truffle oil might be the trickiest. It's usually just olive or sunflower oil with a touch of a synthetic compound derived from petroleum called 2,4-dithiapentane. It contains the same aromatic component of foot odor. That's why you get that earthy taste and can sometimes smell gas. Anything with a truffle flavor added to it is really problematic. Truffle is not a product that lends itself to being either made in oil or steeped in oil. You can tell it's artificial when you see words like truffle flavoring or aroma on a package. The most foolproof, though, see it shaved right in front of you. It should look like a truffle, look like a mushroom product. Maple syrup is another tricky case. One food fraud lawyer we spoke to estimated as much as half of what's labeled 100% maple syrup might be fake. Real maple syrup is tapped from trees. Canada produces 85% of the world's real supply. But the US set production records in 2022 thanks to brands like Sapjack out of Vermont. The company steam heats its sap. Then machines filter and bottle the syrup, usually within 6 hours. It takes about 44 gallons of sap to make just 1 gallon of real maple syrup. Que ça soit réduit. Which is why real maple syrup can cost about 6 times more than pancake syrup. Non, c'est parce que c'est super cher là. The imitation kind is often a mix of corn syrup, high fructose corn syrup, caramel color, and added flavorings. This kind of syrup isn't illegal, and you can tell it's not real maple when you see words like pancake syrup or table syrup on the label, while the authentic kind will say 100% or pure, and have just maple syrup on the ingredients list. But there's a more nefarious kind of syrup fraud. The FDA says companies have previously bottled up fake syrup, labeled it 100% real syrup, and pocketed the profits. And that's illegal. Bah ouais. In that case, it might be best to look at the consistency. Real syrup is often thinner than fake corn-based syrups. Wasabi is probably the most widely faked food on our list. It's estimated only 1% of American wasabi and 5% of Japanese wasabi is real.
Most of it is actually a mixture of horseradish, a sweetener, and a food starch. It's just funny to me when people say, like, oh, I love wasabi, I love sushi here. And I'm thinking, like, well, you've never had good sushi and you've never had any wasabi, but, you know. The FDA doesn't have specific guidelines for the term wasabi, so only its rules on labeling would apply. As long as the ingredients list is accurate, it's legal to label something prepared wasabi, even if it's just horseradish. Not going to make you sick to eat it, it just doesn't taste. En gros, pour le wasabi, en gros, c'est du horseradish. Attends, horseradish, ça, c'est du riz fort, je pense. Ouais, c'est du riz fort. En gros, le wasabi qu'on a souvent en restaurant n'est pas de la vraie plante qui sert à faire le wasabi. Ça coûte extrêmement cher. J'ai des amis qui sont allés au Japon qui ont pu y goûter, mais que, que c'est extrêmement compliqué à cultiver et très cher. Ça va être du riz fort avec, comme ils disent, là, du sucre et d'autres aromates qui vont donner la couleur et un goût qu'on voit justement dans les restaurants de sushi, mais je pensais pas que c'était aussi répandu. Là, on parle de 1% en Amérique du Nord, mettons aux États-Unis, puis 5% au Japon, ça serait du vrai wasabi. Donc clairement, j'ai jamais mangé de vrai wasabi dans la vie. Là. On va voir comment c'est fait. As good. Real wasabi is related to cheap veggies like horseradish, cabbage, or broccoli, but it can cost nearly 30 times more. For one, there's way more demand than supply. Wasabi is surprisingly rare. It's considered the hardest plant to farm commercially in the world. It grows naturally along Japanese mountain springs, where the temperatures are mild and there's enough shade and gravel soil. The Wasabi Company, based in the UK, is the first commercial grower in Europe. The company has recreated the conditions of Japan, but it still takes 18 months before the plant is ready for harvesting. The harvesting will be done by hand, and then it's a laborious process to break it apart, the whole plant, and then clean up the rhizomes. There's no machine that's gonna help you pull this out of the ground and trim it up fit for the sushi counter. This is a stem, and we get our special grater, which has very, very fine teeth, and you can see that it doesn't have any holes on the back. We're not after really grating the wasabi, we're after pasting. Oh. This can cost $319 per kilo. And if you're not seeing it grated fresh in front of you, then it's very unlikely it's fresh wasabi. So what does real wasabi look and taste like? It should be chunkier and have a gritty texture, whereas horseradish-based wasabi will be smooth. And the real stuff actually doesn't have as spicy of a kick. It's more subtle. Ok. Je serais curieux en essayer du vrai dans... Another victim to confusing labeling. Ah, le parmesan. Parmesan cheese. Ouais, ça, le parmesan, ça, je savais que c'était bien fake. Moi, ce qu'on m'avait dit pour le reconnaître, c'est si tu la jettes à la meule, il est supposé avoir une étampe gravée dessus sur le fromage en tant que tel, sur la meule de fromage. Mais on va voir ce qu'ils disent. There are only about 300 dairies in the entire world that are certified to produce authentic Parmigiano Reggiano, and they're under strict regulations. It can only be made in one region of Italy, called Emilia. Là, on parle de fraude alimentaire. On écoute un reportage de chez Insider Business, puis on parle de faux produits alimentaires ou que tu manges ou que tu achètes à l'épicerie ou tu prends dans les restaurants, mais soit que c'est carrément de la fraude ou soit c'est pas le produit réel, puis on te ment un peu, là, où on joue sur les mots. On a déjà vu les truffes, les fausses truffes. Oh, salut! On a Simon Band, Maître Band dans le chat. Good morning. Effectivement, moi, c'est mon morning stream. Je suis en train de prendre un café, puis là, on écoute un... Ouais. Ben écoute, tu vas aimer ça, Simon. On est en train d'écouter un petit reportage de chez Insider Business. Ouais, désolé, c'était un truc en anglais, là, mais je vais essayer de faire le maximum de traduction
En simultané du moins pour les points importants. Donc, Simon, ça, pour Avalon, tu es en train d'écouter un reportage de chez Insider Business qui parle de fraude alimentaire ou de produits qui ne sont pas nécessairement là, réels. Par exemple, ouais, ouais. Ouais, exactement. On a vu les fausses truffes, le faux sirop d'érable, parce que c'est assez très drôle quand t'es canadien, là. Il parle du fameux sirop de table. On a aussi vu le wasabi. C'est que le wasabi, la plupart du wasabi qu'on prend, c'est du horseradish et du riz fort. Puis là, c'est sur le parmesan. Faire attention à la fraude alimentaire, hein, parce que moi, mon point là-dessus, puis là, je mets mon chapeau de branding et de comme marketing. Euh, Ben, je vais faire la traduction là, sur les points importants que tu as postés là. Euh, le truc, c'est qu'avec les faux produits, first, des fois, c'est carrément illégal. Des fois, tu sais, tu joues sur les mots puis sur la législation puis les lois pour que ça passe, mais ouais, c'est ça, t'en as des faux. Mais le truc qui est triste là-dedans, c'est pour le consommateur. Moi, ce que je trouve vraiment triste là-dedans, puis on oublie la question de prix, hein, parce que c'est sûr, des fois, certains trucs plus cheap vont être bons. Et moi, ce que je trouve triste là-dedans, c'est que quelqu'un pourrait essayer une huile de truffe ou essayer tu sais, le faux wasabi ou le faux sirop d'érable, dire ah non, j'aime pas ça le sirop d'érable, Euh, j'aime pas ça telle affaire, c'est pas bon, mais t'as pas goûté le vrai. Puis là, ça te fait dire que t'aimes pas un truc que tu n'as jamais goûté ou tu sais, qui était mal apprêté, qu'on t'a menti sur quoi que tu dis. C'est ça que je trouve triste parce que tu sais, tu peux avoir une mauvaise image d'un bon produit. Bon, des fois, c'est des produits très chers, puis tu veux quand même avoir de quoi, un équivalent, puis ça, je peux le comprendre. Mais pour moi, l'important là-dedans, c'est que tu saches qu'est-ce que tu consommes. Tu sais, si tu n'as pas l'argent pour acheter du sirop d'érable, puis tu achètes du sirop de table, mais tu sais que c'est pas du vrai sirop d'érable, ben je vois pas nécessairement le problème. Mais si on te dit que tu achètes du sirop d'érable ou que tu achètes un tel produit, que tu achètes une huile de truffe, mais que tu ne sais pas que c'est pas vraiment de la truffe dedans, ben là, je trouve ça dommage pour le consommateur, hein. Fait que là, le parmesan. Donc, effectivement, le parmesan Romagna est Guten Tag, Josie. Effectivement. Mais bon, surtout aux États-Unis, là, la législation sur la protection de certains termes protégés pour la bouffe, c'est pas tout à fait ça. En Europe, ils ont des produits d'origine contrôlée de mémoire, où ils ont des appellations d'origine contrôlée qui sont beaucoup plus limitées sur ce que tu peux dire en matière de nom pour un vin, pour un fromage, pour une pièce de viande. Il y a des labels, il y a des normes, mais c'est pas le cas partout. C'est ça, exactement. Euh, exactement. Euh, Fait que, tu sais, là, du moins, si t'as de la fraude, là, ça peut juste être carrément illégal, hein. Mais ici, il faut faire gaffe. Puis en parle un petit peu plus tôt dans le reportage. Quand c'est marqué, tu sais, c'est arôme de, saveur artificielle de, préparation de, ça lève le flag, là. Ben ouais, exactement. Donc là, pour le parmesan, c'est sa appellation d'origine protégée. Merci. Euh, Ah non, mais pour la nourriture puis la nutrition, ils n'ont aucun respect. Il n'y a aucun respect, tu sais, pour le... Ouais, ouais, effectivement, là, je veux dire, ben, j'avais déjà vu, tu sais, genre à la blague, des serveurs français qui disaient, ah, ben, c'est des Américains, si je veux dire, du champagne, ils ne sauront pas c'est quoi, on pourrait leur servir tu sais, une bière chaude, puis ils s'en rendraient même pas compte, là. Romagna. Donc ça, c'est une région en Italie. Je vais faire un petit peu de This tour, on is va the voir. sole place in Ouais. the world that has all three bacteria needed to give parm its distinct taste. Bon, en Cheese gros, c'est là masters qu'ils peuvent combine faire le day-old parmesan. skim and fresh milk. They add whey and rennet. Then they split the milk into curds. Écoute, il y a tellement d'épisodes des Simpsons, ils ont tout fait, là. Mais oui, je pense que c'est dans un des épisodes qui vont en France. Je pense qu'ils en ont fait quelques-uns qui vont en France, dans les plus récentes saisons, je dirais.
Puis là, récemment, je vais me sortir avec l'épisode qui est sorti il y a 10 ans, puis là, je disais, ouais, mais non, mais bon, c'est récent. The mixture cooks for 5 minutes to kill off bacteria and to settle the curds at the bottom of the vat. What's left is a massive 220-pound curd. Putain, Cheesemakers dump it livres. into molds and add stencils to identify the cheese as authentic. Ouais, exactement. Ça, c'est ce que je suis habitué de voir à l'épicerie ou quand j'en achète, qui ont les petites gravures de Parmigiano Reggiano ou que tu as la marque. Moi, c'est ce qu'on m'avait dit pour le reconnaître. Là. The wheel heads to brining to form a rind, and then a huge aging room. Se loro ci sono, fermentano i componenti del latte negli aromi, profumi e sapori tipici del parmigiano. It takes at least 1 year of aging for it to develop these crunchy crystals. They're buildups of amino acids, and they hold the cheese's umami taste. But some will stay here for up to a decade. The longer they mature, the more crystals form, and the more valuable they become. One wheel can cost well over $1,000. But other countries have different laws. In the US, you can legally call something Parmesan without following the strict Italian rules for Parmigiano Reggiano. For example, American Parm... Ce que tu veux là, acheter le truc, c'est le Parmigiano Reggiano. Tu veux pas juste acheter un truc qui est marqué Parmesan, il faut qu'il y ait le Reggiano dessus, si tu vas avoir le vrai truc. Mais tu vas le payer. Can be aged for only 10 months, whereas in Italy, at least a year is required. But grated cheese is even further from the real thing. In the US, producers are allowed to mix in fillers like rice flour or cellulose, commonly obtained from wood pulp. They're used to keep the grains from sticking together. The Center for Dairy Research suggests keeping cellulose levels between 2 and 4%. But the problem is, companies aren't required to list the percentages of these fillers, and often, no one's checking. In 2016, Bloomberg reported Walmart's Great Value 100% Parmesan had 7.8% cellulose, nearly double the suggested limit. Écoute, j'achète un peu les deux. Là. Des fois, je veux dire, tu as le côté pratique des produits, des fois un petit peu plus industriels, mais quand même, je préfère le vrai truc. Mais c'est moi, comme je disais avec Simon tantôt, l'important, c'est savoir ce que tu achètes, puis qu'on te demande pas. Si je dis, ou t'en aies conscience quand tu l'achètes que tu n'achètes pas le vrai truc. Parce que le truc que je trouverais plate, c'est quelqu'un qui achète le faux parmesan et s'en fasse une fausse idée de qu'est-ce que ça goûte réellement. Ils se disent, ah non, moi j'aime pas le parmesan, j'aime pas les produits fins. C'est cher pis ça goûte même pas bon. Mais si les produits fins ou haut de gamme que tu as essayé, c'est juste de la scrap, des trucs qui sont pas les vrais produits, ben, ça donne pas une vraie idée de qu'est-ce que c'est et de qu'est-ce que c'est supposé goûter. Tu n'as pas de point de comparatif. Quand tu. C'est ça. C'est quand tu goûtes le vrai produit, après ça, tu es bien apprêté, tu es capable de comparer, de dire ah, ok, non, cette place-là, il la prête pas bien, non, ça, c'est pas le vrai goût, c'est pas supposé goûter comme ça. Ici, tu vas l'avoir, le Parmigiano Reggiano, mais tu vas savoir des trucs qui vont être appelés parmesan. Mais tu cherches le Reggiano avec le stamp comme on a vu, tu vas en avoir à l'épicerie qui va être importé d'Italie. On est quand même un petit peu plus strict niveau règles ici que les États-Unis, mais clairement pas autant que l'Europe à ma connaissance. Lawsuits were filed alleging the labeling was misleading. Et clairement que le craft râpé, là, c'est pas nécessairement du vrai parmesan. But there's a more nefarious kind of parm fraud, where criminals label counterfeit cheese as real Italian Parmigiano Reggiano. Estimates put these illegal sales at $2 billion each year. Bon, il y a de la fraude. Phony cheeses are hurting the real Parmigiano industry in Italy. They lose market share and value. Half the people in Parma's life depends upon the Parma ham or a Parmesan Donc, la moitié de la population industry. dépend de And so l'industrie du there's a big parmesan. impetus to protect that. So while you're standing in the cheese aisle, how do you make sure you're grabbing the authentic comment savoir parm? si c'est du vrai ou pas? Well, first, maybe don't buy those shakers. Bon, pas les Each shakers, chunk of pas the les wheel trucs en will have a boîte, part là. of the words En bouteille, Parmigiano pardon. Reggiano Faut spelled que tu out in checkes que dots. ça soit marqué Parmigiano Reggiano dessus, comme je disais. Puis ça, tu le vois à l'épicerie. Là. Ça, je veux dire, j'en vois des fromages qui sont marqués comme ça. Là. It'll also have a protected designation of origin, or DOP label. Real Parmesan cheese from Italy is readily available. Almost any supermarket, certainly any cheese shop. Sometimes it's cheaper than some of the fake versions.
The other tell is taste. Parmigiano Reggiano, depending on the age, will have those crystals that pack a fruity and nutty flavor. Exactement. Pour avoir quand même un bon consommateur de parmesan, puis c'est vrai comparativement à la version, mettons, craft en bouteille, un bon parmesan va effectivement avoir un goût vraiment assez prononcé de noisette. De noisettes fraîches. Ça va se sentir, ce n'est pas fort comme je dirais le faux parmesan, mais ça va vraiment avoir un goût quasiment un peu fruité en effet, puis de noisette, mais ça a un goût beaucoup moins agressant en bouche que le parmesan, là, mettons, Kraft. Là. Just like À la Parmesan, vanille. vanilla can have some confusing labeling. Ouais, ça aussi, je sais que c'est quelque chose à vanille. It's estimated just 1% of all vanilla products in the world are real. Donc, juste 1% des Most of the produits legit marqués stuff comes vanille, from c'est de la vraie Madagascar, vanille. where farmers pollinate orchids by Ça vient de hand. Madagascar, ça je le The savais. beans are boiled and sun-dried at a processing facility. Workers hand massage each pod to release the chemical vanillin. The beans then soak in a mixture of alcohol and water to make the extract. The whole thing is laborious and expensive. Ouais. So in the US, many brands sell imitation versions using lab-made vanillin. It's either derived from petroleum or from compounds found in clove oil, wood, and bark. And that's legal as long as artificial flavoring is listed on the package. But it could be more dangerous in other countries. In 2008 in Mexico, some products labeled as vanilla were found to be made from the beans of a tonka tree, a completely different plant. They contained a toxic substance called coumarin that's banned in the US and is dangerous for people on blood thinners. Ok, ben ça c'est problématique. These illegal products were sold all over the Americas. So how can you tell what's real? Many vanilla products like ice cream and cookies get away with using the imitation stuff by just saying natural flavoring on the ingredients list. The real stuff will list vanilla bean extractives. Also, take a look and a whiff. In this test we did, the authentic vanilla smelled much stronger of alcohol, and it was much cloudier than the fake stuff. Yeah. Caviar, the most expensive fish eggs out there, can all... Le caviar, ça c'est un gros sujet extrêmement cher, beaucoup de fraude. J'ai jamais mangé de vrai caviar, ok? J'aimerais ça goûter un jour. Franchement, j'aimerais bien essayer ça. Jamais fait. Mais ça, je sais là, que c'est quoi d'extrêmement contrefait. Que des gens qui mentent là-dessus. Ouais, en effet. Also mean big payouts for fraudsters. In the US, federal agents have busted multiple criminal operations for fraudulent caviar. It's often counterfeited because it's so difficult to harvest. One of America's only caviar farms is raising beluga, which has some of the priciest eggs on the market. A single kilogram can sell for a whopping $24,000. Caviar is made from the roe or the eggs of sturgeons, which are critically endangered. It takes 10 years before a sturgeon is ready to have its roe harvested. Producers remove the egg sac from the dead fish and rub it over a metal grate. Salting the eggs is especially difficult because workers don't want to pop any of them. A 2-ounce jar goes for $175 at a shop in New York City. Those high prices tempt criminal counterfeiters, who often come from China or Vietnam. They make fake caviar from the eggs of cheaper fish. Or they'll label low-grade caviar as a fancier imported kind so they can charge more, which is hard to Ben, c'est sûr, je veux dire, c'est pas nécessairement que le produit va être dangereux, mais tu sais, c'est que tu vas probablement payer pour de quoi. Ouais, exactement, tu sais. C'est fait avec des vrais fruits, tu sais, c'est... Attends, je vais partir sur une autre tangente. Je veux dire, moi, ce qui me dérange, puis je veux dire, ça, c'est j'en suis coupable pour travailler en com, c'est le fameux « Ah, c'est naturel ».
écoute, ben des choses de naturel. Hein. Le pétrole, c'est naturel. Hein. Ça, je veux dire, bordel, ça veut dire quoi naturel? Hein? On s'entend. Là. Je veux dire, d'un point de vue, ça n'a pas de vraie définition. Là. C'est naturel. C'est, ça veut rien dire. Là. Tu sais, on s'entend. Là. Ça, je veux dire, c'est. On l'utilise. Puis dans le langage commun, le monde va dire ah, c'est bio, mais ça n'a pas une définition claire parce que, bordel, tous les éléments chimiques, c'est naturel. L'uranium, c'est fucking naturel. Là. T'sais. C'est tout est naturel. Puis même une réaction chimique en labo, ok, ouais, mais c'est une réaction chimique, c'est dans l'état des choses, c'est quasiment naturel aussi, là, quasiment rendu là une réaction chimique, là, si je veux dire, c'est que tu respectes les lois de la physique, les lois de le fonctionnement de la chimie, puis that's it, là, ça, je veux dire, c'est quoi quelque chose de pas naturel, mais, le monde en profite, là, puis clairement, je veux dire, comme on en profite, là, c'est un produit vert, un produit santé, ah, c'est naturel, c'est authentique, recette, produit artisan, recette traditionnelle, ça veut pas dire grand-chose de réel. Dans l'imaginaire collectif, oui, mais réellement, quand on y pense, ça veut strictement rien dire, là. Ou, mettons, ancienne, là, c'est-à-dire recette ancienne, ça veut pas dire grand-chose, là. Mais dans l'imaginaire collectif, ça marche. Ben, c'est un thème pour booster facture, c'est pour envoyer une image, du branding, là, si je veux dire, si tu veux renvoyer, mettons, à une autre époque. Quand tu parles de recettes traditionnelles, tu vas généralement vouloir dire ça pour faire dire aux gens que la recette est simple, il n'y a pas de produits additifs qui a été rajouté. Je que le terme naturel va aussi être utilisé pour ça, c'est-à-dire que tu ne vas pas avoir rajouté d'additifs, que c'est des ingrédients simples, peut-être bio, mais le peut-être, c'est ça. Ouais, exactement. C'est ça, mais tu sais, ancienne comment, tu sais, on remonte à où? C'est quoi la recette de ta mère ou des grands-parents? La recette qu'il y avait dans l'Antiquité? Renaissance? Tu sais? C'est ça. Puis tu sais, tu vas regarder, puis il y a quand même d'autres types d'additifs dedans. Pour rajouter du sucre. Du sucre, anyway, c'est pas nouveau qu'on rajoute du sucre puis du sel pour la conversation des aliments. Là, c'est pas nouveau, ça c'est quasiment toujours fait. Mais tu sais, c'est des choses, tu sais, qui veulent pas dire grand-chose. Il faut juste en être conscient. Là, je sais que c'est moins pire présentement qu'il y a quelques années, mais il y avait une époque, pas trop celle encore, le greenwashing, là, qu'on mettait tous des produits verts. Ah, c'est un produit vert, mais tu sais, c'est un produit bon pour l'environnement, mais tu sais, ça veut fuck all rien dire, là, on s'entend, là. Hatch. I certainly cannot look at a bunch of fish eggs and tell whether they're expensive fish eggs or not expensive fish eggs. Ben, c'est ça aussi qui est compliqué, mettons, avec les produits comme le caviar, c'est des produits rares, puis le commun des mortels n'est pas en mesure de le savoir. Je sais pas s'ils vont en parler un peu loin dans le documentaire, mais il y a aussi beaucoup de fraude alimentaire sur les poissons. Que des fois, on faut même devoir faire des tests ADN pour savoir c'est quelle espèce de poisson que tu manges, parce qu'on dit c'est pas. C'est pas indiqué. Parce qu'une fois rendu en coupant en filet. Ouais, c'est ça, on appelle ça la réduflaction, là. On va réduire la taille des produits, la quantité qu'il y a dans l'emballage. Augmenter la quantité d'eau dans le produit. So if you're going to spend hundreds on a tiny jar, you want to make sure it's the real deal, right? Well, you can use the hot water test. Real caviar will harden in hot water as the proteins cook, but fake caviar will dissolve. Knockoff roe Okay, might c'est bon look savoir. dull and take irregular shapes, while authentic caviar will be uniformly sized and have a glossy shine to it. Ok, c'est shiny en effet. Fake honey is even more widespread. Ah, ça, Stellan parlait tantôt là, A du. third of what's traded internationally Parlait du faux miel. Ça, je n'avais jamais vraiment entendu parler du faux miel. On va regarder c'est quoi. is adulterated or completely fake. I feel it's the biggest secret food fraud that has ever been perpetrated globally. I really do. Real honey needs a perfect combination of nature and patience. Bees do most of the work. Beekeepers have to be careful not to disturb the natural process. They suit up with a face mask and full-body coverings to protect from stings. This smoker calms the bees so they can easily remove honeycomb frames.
Beekeepers scrape the wax that keeps the honey in each cell. Ok. Finally, a centrifuge spins the frames, pushing the honey out of the combs. But globally, there is more honey being sold than the world's bees are capable of making. Bon. Only counterfeits containing little to no real honey can explain that difference. Dupes are made up of high fructose corn syrup and other cheap syrups like glucose, rice, cane, or beet. You don't have to go to all the hard work of the beekeeping and all of that lengthy process. You just get maybe some honey and some other honey from somewhere else, you blend it together, you add some sugars. Many experts say the fake honey often comes from China, the biggest honey exporter on the planet. Fraudsters in China market sugar syrups that will outsmart lab tests if added to honey, or they'll filter out all the pollen, making it impossible to trace. This stuff that's being shipped out of China technically isn't even honey. You're looking at that honey going through so many pairs of hands. So there are many, many opportunities for it to be bulked out with cheaper sugars. In 2013, the U.S. Justice Department busted 2 American honey importers in one of the biggest food fraud cases in U.S. history. In what's now called Honeygate, they routed sham Chinese honey laced with antibiotics through other countries to avoid import fees. Both had to pay millions in fines. Wow, et ça c'est de la fraude à grande échelle. But Sarah does have a few tips. Bon, les tips. First, avoid any label with the word blend. Honey blend, the very act of processing honey, that damages honey irreparably. Even if they're not adding anything, they're corrupting that honey and they're making it worthless, just a worthless jar of sugars. She says your best bet is to buy raw honey from a local producer at a nearby farmer's market and be willing to pay a little bit more. If you're going for the cheap end of the market, you're going to get an awful lot of fraudulently produced honey. Salut Sonic. On regarde un documentaire sur la fraude alimentaire, là, puis les faux produits que tu peux trouver à l'épicerie qui sont pas les vrais produits. So, salut Sonic. Ok. Là, ça va être quoi qu'on va voir? Olive oil also tops our list of frequently faked Ah foods. oui, l'huile d'olive. Ça aussi, en effet, Authentic c'est extra bien virgin fake. olive oil has to be freshly squeezed from ripe olives. Most come from farms in Spain, Italy, or Greece. Like this cooperative farm in Antequera, Spain, the largest olive oil producer in the world. Workers harvest olives from November to January using these vibrating machines that shake the fruit loose. They dump the olives into big trailers waiting to head to factories. Taboy. Non, mais c'est ça que t'offres pour le consommateur. Puis, c'est plein de petits trucs. Mais tu t'imagines-tu faire ton épicerie puis tes achats? Ok, je vais me mettre droit. Bon, une gorgée de café. Merci, Sonic. Mais c'est ça, mais tu sais, c'est compliqué, là. Si je veux dire, aller faire tes achats, là, présentement, avec tout ça. Compliqué. Allez, je vais me refaire un petit refill de café. Je reviens dans quelques instants. Je vous laisse capturer les Pokémon.
Me revoilà. Ok, le problème d'Amazon, c'est que malgré qu'il soit fou, il reste très accessible. Niveau prix, c'est pas pire. Tu mélanges un peu des informations à un bon prix, il faut produire. C'est c'est ça. Tu sais, vraiment, comme moi je disais, mon problème, ok, c'est vraiment le bout que tu caches à l'information, là, tu sais, euh, aux consommateurs. Puis, tu sais, c'est problématique. Oui, t'as des gens qui veulent des beaux, bons produits pas chers, puis on en est tous coupables, tu sais, ici, là, je pense, j'imagine, on l'a tout fait, là. Euh, mais tu sais, il y a ça qui rentre en facteur. Les gens qui ne savent pas reconnaître les produits. Comme dit, on n'apprend pas à l'école. On prend pas vraiment la nutrition sérieux. Mais tu sais, euh, non, c'est ça. Puis tu sais, c'est que ça devient compliqué. Puis tu as plein de nuances après ça qui rentrent là-dedans à plein de facteurs. Là, tu sais, après ça, mettons, tu vas prendre des céréales, tu te dis, ah, au miel, ouais, mais tes céréales au miel là, qu'il y a dedans, là, c'est une saveur de miel, là, c'est clairement pas du vrai miel. Tu sais, ça va à grande échelle, puis tu sais, tu peux pas être, comme on dit, plus catholique que le pape. Mais tu sais, là-dedans, le perdant, au final, c'est le consommateur. Puis c'est les petits producteurs. Parce que tu te dis, OK, j'ai pas l'argent de m'acheter du vrai miel, j'en prends du faux. Enfin, tu sais, moi, personnellement, je dirais peut-être, dans un monde idéal, tu serais peut-être en acheter un peu moins souvent, être prêt à payer prix, en acheter des moins grandes quantités, moins souvent, mais que ça ait au moins un vrai producteur. Parce qu'en achetant des trucs industriels, là, tu l'achètes pas à un petit producteur, puis même si tu n'aurais peut-être pas acheté pour la même quantité, puis payer plus cher, tu n'achètes même pas un petit pot. À un moment donné, là, tu fais faire là, que les petits producteurs qui produisent, on va dire, euh, de vrais produits. euh, tu sais, ils vont finir par fermer, là, tu sais. Ben exactement, tout le monde vont pas le remarquer, là, des fois, là, ce que je vous disais, que tu sais, c'est du faux produit. Il faut enregistrer les producteurs locaux, mais c'est pas facile, là, tu sais, des fois, aller au marché, là, tu sais, des fois, dépendamment dans quel coin tu habites, t'as peut-être pas de marché de farmer market, t'as peut-être pas de marché à côté de chez toi. Euh, avec quel argent, en effet? Tu sais, à un moment donné, il faut que tu fasses des choix. Moi, personnellement, tu sais, je suis plus au niveau vraiment de la transparence. C'est que les produits devraient quand même être bien étiquetés. C'est quoi que tu achètes, avec quel argent. Pour certains produits, moi, je préfère en acheter moins souvent, me gâter, mais prendre le vrai produit ou un des trucs souvent. Je vais peut-être en acheter une fois dans l'année, mais je vais essayer de prendre le vrai truc. Mais c'est pas facile, puis le faire pour tout, là, ça va vite devenir euh, compliqué, mais petite transparence. Puis tu apprends aux gens en transparence. C'est ça, il y a une partie de la faute que je prends avec mon métier, métier de la com. Mais tu sais, il faut savoir là, tu sais, pourquoi ça se fait de même, puis pourquoi que les gens ne sont. Il n'y a pas eu de transparence de base dans le métier de l'alimentaire. C'est les gens aiment se faire raconter des histoires. Là. Ça, je veux dire, les gens veulent un miel pas cher, ils veulent pas savoir que tu sais, c'est un sirop de maïs à saveur de miel. Là, tu sais. Non, mais c'est ça, tu sais, c'est pour de l'huile d'olive que tu vas te servir pour faire de la cuisson, là, parce que je veux dire, c'est pas une huile que tu vas consommer, je vais pas dire cru, c'est pas le bon terme, mais que tu vas consommer de même, mettons, dans une vinaigrette avec une salade, puis que c'est juste ça, mais tu sais, si ça rentre juste, mettons, pour ton huile que tu vas mettre dans ta pâte à pizza, là, euh, euh, c'est ça. Ben, effectivement, les boomers sont les grands pommes d'aimer se faire raconter des histoires. En effet, là, tiens, euh, tu sais, le branding, là, puis le storytelling, tu sais, ça existe pour une raison. Puis les gens, ils aiment ça, là, tu sais. Ils veulent se faire dire que leur véhicule par exemple, un VUS, c'est sécuritaire, même si ça ne l'était pas nécessairement réellement quand on regarde les statistiques d'accidents, puis que tu risques de peut-être mettre plus de gens en danger en conduisant un VUS. Mais les gens aiment se faire raconter cette histoire-là. Euh, et le VUS, là, il y en a parlé du VUS, je pense un petit peu, c'est pour les véhicules utilitaires sport, là, pour les gens qui ne seraient peut-être pas familiers avec le terme. Euh, c'est très populaire en Amérique du Nord. Mais tu sais, présentement, là, je veux dire, le VUS, c'est pensé, puis les fonctionnalités du véhicule sont un peu plus pour des gens qui vivraient dans des milieux un peu plus reculés, mais en vrai, là, tu les vois juste dans les parkings du Costco, là, t'sais. Et la grande majorité du monde qui ont des VUS,
Ben exactement, là, c'est ça, c'est des suspensions surélevées, c'est ridicule. C'est pas le concept du véhicule euh, Ben c'est ça. Puis tu sais, présentement, moi, ce que je vois, c'est un véhicule de. C'est quand le VUS, c'est rendu un véhicule de ma tante qui veut se sentir en sécurité au centre d'achat, puis quand elle va sortir faire ses commissions du mardi après-midi, tu sais. C'est ça. Puis c'est vendu de même. Dans bien des cas. Euh, mais tu sais, moi, je préfère un char compact, là. J'aime bien les. Tu sais, j'ai un d'accent, là. Tu sais, regarde, je suis pas un gars de char en tant que tel. Je veux un véhicule qui me permet de me rendre au point A, au point B dans un niveau de confort, on va dire, puis de sécurité relatif, là, correct. Mais tu sais, je veux pas payer une fortune pour un, un char, là. Pour la route que je fais, j'en ai pas vraiment besoin. Mais tu sais, le genre de char compact comme une Hyundai Accent, ils la font même plus à une Hyundai Accent, tabarnak. Ah, ben, t'as des bons véhicules. En effet, t'as des bons VUS, mais tu sais, qui. Parce que t'as certaines personnes, tu sais, c'est comme les pick-up, t'as certaines personnes qui ont besoin de ces capacités-là du véhicule, mais la plupart du monde n'en ont pas vraiment de besoin. Mais tu sais, les gens aiment se faire raconter des histoires, ils aiment avoir le beau produit dans la belle bouteille, puis les gens ne savent pas ce qu'ils achètent. Euh, tu sais, ça, c'est tout arrivé avec un peu les débuts des supermarchés puis aux États-Unis puis des Walmart de ce monde. Ça avant, là, si je veux dire, mes grands-parents me le racontaient. Là, tu allais à ton boucher, tu avais le laitier qui venait chez vous. Tu allais, mettons, à ton fromager. Tu allais à l'épicerie, puis c'était un comptoir en arrière. Tu parlais au commis, puis elle allait le chercher dans le backstore ce que tu voulais. Tu sais. Il y avait une sorte de beurre d'arachide, par contre. Tu n'avais pas 20 000 compagnies de beurre d'arachide. Je penserais pas. Pas sûr. En tout cas, je ne l'essayerais pas. Pour répondre à la question d'abord. Mais tu sais, avant, tu ça, tu avais une sorte de beurre d'arachide, mais tu sais, qui était naturel, entre guillemets. Là. Euh, tu sais, ça là, il y a full variante. Euh, ah, ben, ça sert à quoi? Mais tu sais, c'est pas tout le monde qui s'en sert pour tirer un vie, mettons. Il y en a bien du monde qui s'en sert pour aller chez Costco, là, tu sais. Euh, mais là, avec la multiplication des produits, puis des produits hyper spécifiques, puis tu sais, on aime ça, là, avoir je sais pas combien de sortes de beurre de pinot, là. Mais ça fait. euh, ça fait que ben là, tu as eu de l'intérêt pour les industriels, puis ton épicier, là, ça, je veux dire que celui que tu n'as plus le magasin général que tu avais le vendeur, puis les commis qui connaissaient tous leurs clients, puis qui connaissaient les fournisseurs du produit, que le beurre de pinot, c'était fait par la compagnie de la ville d'à côté, ou c'était eux autres même qui le faisaient en achetant leur pinot en faisant du beurre d'arachide. Tu n'as plus ça. Tu sais. Ça s'est perdu. Puis les gens présentement veulent se faire raconter une belle histoire. Ils veulent voir le mot traditionnel, sa bouteille, même si ça veut strictement rien dire comme mot. C'est un terme de com, mais qu'on utilise pareil. Puis je suis coupable de l'utiliser pareil des fois parce que c'est ça que les gens veulent voir, c'est ça que le client veut voir. Puis même nous autres, en tant que personne de marketing, on l'utilise pas méchamment à mauvais escient. On ne sait même pas ce que ça veut dire traditionnel. Tu sais? Moi, traditionnel, je vais le dire pour un client de le mettre, là. Tu sais, si dans son branding, là, si je veux dire qu'il veut faire une petite étiquette à l'ancienne, puis qu'il me dit que sa recette est simple, puis tu vas vouloir la pousser le mot traditionnel pour un truc de sauce, de sauce tomate, sauce à spag. Les gens, c'est ça qu'ils veulent, là, tu sais. Ils veulent leur rappeler la tradition de la famille. Fait que tu vas dire. Ton client dit, ah, ben c'est la recette qu'avait ma mère. Bon, mais c'est la recette de ta mère, mais parfait, c'est traditionnel, clac, clac. Oui, a été transformé pour être mi-industriel. Tu as des additifs qui ont été utilisés. Fait que, on va cliquer l'étiquette traditionnelle. Là. That's it, là. C'est c'est- c'est ça. Tu dis à Yann, il y a du basilic dedans, là, directement dans la sauce, avec des gousses d'ail. Parfait. Je te blende ça traditionnel. Hey, tu veux utiliser des variétés de tomates dites anciennes? Hey! Sauce tomate traditionnelle avec tomate ancienne. Bingo! Fait x2 au prix. Ouais, exactement. Simon a raison. Là, j'ai beaucoup de mes collègues qui viennent, euh,
sans aller trop dans le détail, j'ai beaucoup de mes collègues qui viennent de l'industrie de l'automobile, de la moto, puis de l'agroalimentaire. Fait que, tu sais, j'en ai quand même appris pas mal sur le sujet, puis j'ai déjà fait des mandats de com pour l'industrie alimentaire. Là. This one can process thousands of olives an hour. Puis c'est compliqué, puis vraiment, tu sais, je veux dire, souvent, là, je veux dire, c'est pas en fait à mauvais escient, là, tous ces brandings-là sur les noms, là, c'est que les gens, des fois, qui vont décider du nom du produit, savent pas encore qu'est-ce qu'ils font, là. Ça, je veux dire, on a parlé, genre, Simon, il a parlé un petit peu hier, c'est que les gens qui vont décider de mettre tomate ancienne ou, tu sais, mettre le nom, là, sa bouteille, là, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Ils se font dire par leur client, en brainstorm, on trouve ça cool comme nom, puis c'est ça, là, tu sais, ça n'a pas été du monde qui ont décidé dans un bureau de dire hey, on va faire de la fraude alimentaire en appelant ça wasabi. C'est des gens qui se sont mis dans un bureau et ont dit hey, c'est une petite sauce verte, oh mon dieu, ça va être mangé avec les sushis. Hey, au sushi, au Japon, ils prennent dans les bonnes places, ils mettent du wasabi. Ben, on va appeler ça wasabi. That's it, c'est ça, c'est du riz fort, mais ça n'a pas été fait. On va frauder le monde. C'est genre hey, ça va être cool si on appelle ça wasabi. Honnêtement, là, vous seriez surpris le nombre d'affaires qu'en com, ça passe par deux personnes dans un bureau, OK, qui connaissent pas le sujet nécessairement, puis qui se disent « Ah, mon Dieu, ça serait cool faire ça, ça sonne cool comme nom. » À mettre sa bouteille. Hey, on va appeler ça traditionnel. C'est surprenant. Vous seriez surpris d'à quel point c'est décidé avec de la réflexion, oui, mais avec des gens qui connaissent pas nécessairement le sujet. Qui n'ont aucune idée de pourquoi ils appellent ça. C'est pas fait genre, hey, on va mentir aux consommateurs. Les gens qui le dessinent le croient réellement là, que leur sauce tomate est traditionnelle. Là. Ça veut rien dire traditionnel. Je pose la question au chat. Là. Pour vous, je vous dis, une sauce tomate traditionnelle, c'est quoi? Ça veut dire quoi traditionnel dans de la bouffe? First, washing off any dirt. Extra virgin olive oil is the least processed kind out there, Sonic, tu me parles des using no ingrédients. heat or chemicals. The machines grind the olives into a thick paste, and then spin it. Massive decanters press it out of the mush. The factory pumps the oil into storage and finally into bottles. This is one of the most expensive cooking oils in the world, selling for over $10 a 17-ounce bottle. And it's easy to imitate, so criminal rings making fake oil have thrived since ancient Rome. Some fill up these bottles with cheap soybean or vegetable oil. Ouais, effectivement, Others la mix fausse in huile d'olive lower-grade extra olive vierge. oil but still label it as extra virgin. If you hold a bottle of olive oil up to the light in the supermarket, you can't tell if it has corn oil in it or not. Some are so organized, they have their own supply chains, from farms to bottling facilities, like this ring in Italy that Europol busted. So how do you know what you're buying is real extra virgin? If it just says virgin, if it just says olive oil, if it says olive oil blend, if it says light olive oil, is not an olive oil that I would buy. You don't want to buy anything that's not extra virgin. Okay. They don't leave those words off on purpose, right? Plus, if it's $3 a bottle, Larry says it's too good to be true. Of course. The pressed on date is also important. European oils are harvested in the fall and winter, so if you're buying a Spanish olive oil in August, it's nearly a year old. Larry says it starts losing flavor after a year or two. So you never want a pressed on date that's more than 2 years old. You could also smell it. Real olive oil has a fruity and grassy smell. If it smells like nothing, or it's rancid, there's a good chance it's not real. Yeah. Des huiles d'olive blanche, oui, j'en ai déjà acheté. This is real Wagyu beef. Le but what's big sujet, je sais que je pense pas qu'il est revenu. Le Wagyu beef, là, ça, je sais que c'est un gros sujet. Je sais pas si ce moment est revenu, mais il a quand même travaillé, puis il parle de temps en temps là, de bœuf. On va aller voir ce que ça veut dire. Mais je pense que c'est vrai que le Wagyu beef, on le voit beaucoup plus présentement, pas PC menu. Popping up on menus across the US probably isn't. Wagyu literally means Japanese cow, and it refers to 4 main breeds. The Japanese government tightly regulates how these cows are raised to control the quality of their meat. A popular type of Wagyu is Kobe beef, which comes from the area around Kobe, Japan. The steers, or castrated bulls, are fed a strict diet of rice and corn.
foodies love their meat for its tenderness, sweetness, and distinct marbling. As of 2019, a pound of Wagyu could cost up to $200. The cows themselves could sell for as much as $30,000. That can be more than 10 times the price of Black Angus cattle. And Japan only exports a few thousand tons a year, so Wagyu in American restaurants isn't always up to Japanese standards. Most of the Wagyu cattle in the US have also been bred with other, hardier breeds that can handle environments like the dry heat of Texas, so their meat isn't 100% Wagyu. According to USDA rules, Wagyu cows only need to have one parent with at least 93.7% Wagyu genetics, so they could have as little as 46.9% themselves and still be called Wagyu. Lol. The USDA isn't responsible for what goes on at restaurants, so they can more easily get away with listing something as Wagyu on a menu when it might not be up to snuff. Arby's made a new burger, upgraded it with rich, juicy Wagyu beef. Take this commercial for Arby's Wagyu burger. In the fine print, you'll see it contains only... OK. Donc, on disait que je pense que ça pouvait être genre du 46% bœuf Wagyu pour qu'on dise qu'un bœuf Wagyu, ben oui, là, ils disent que c'est legit, hein. Fait que, est-ce que c'est éthique? Non, mais est-ce que c'est legit? Oui. Fait que genre, t'as un semi-Wagyu, que tu vas pouvoir appeler ta bœuf Wagyu, puis là, ils disent c'est 51% American Wagyu, 49% ground beef, mais ton bœuf Wagyu était genre à 50%. Fait que ça, c'est genre, au final, genre du 25% Wagyu ton burger. 51% American Wagyu. So how can you make sure your $300 is getting you an actual Wagyu steak? Well, first, you can look at it. The fat in real Wagyu is evenly distributed. The marbling is distinctive with thin, intricate white veins. Also, Larry says Kobe would rarely, if ever, be served on the bone, and it doesn't make the best burger because it's too tender to be formed into patties. Yeah. If you're still not convinced, you can ask to see the Wagyu's certificate of authenticity, or look for this bronze statue in restaurants authorized to sell Kobe. Ooh. You might be surprised to learn even your coffee could be phony. You could just be brewing up a bag of inferior beans marketed as some more expensive ones. Or it could be something completely different. Ground acorns, barley, or wheat. Ah, tabarnak. Là, ça va faire mal. You could just be brewing up a bag of inferior beans marketed as some more expensive ones. Or it could be something completely different. Ground acorns, barley, or wheat. Coffee is big business. And historically, it has been cut with anything that's brown. Burnt paper, burnt corn, sawdust. That's because growing coffee is expensive and labor intensive. Farmers need to harvest more than 1,500 of these cherries to make just 1 pound of coffee beans. And they have to do it fast. We have to do something with it immediately. It only lasts 24 hours. Workers have to handpick the berries, avoiding unripe ones. Then they load only the ripe ones into 100-pound bags. The skin is removed and the 2 seeds inside are dried out and roasted. Large-scale farms can produce cheaper coffee picking the whole tree and processing ripe and unripe berries together. It's not illegal, but it hurts quality. What is illegal? When counterfeiters bag up cheaper beans, slap on a fake label, and fool customers into paying more. Or when they fill a portion of a bag with cheaper coffee. And they get away with it because coffee's origin is so hard to track. You have thousands and thousands of really small producers around the world who pick their beans and then they're put into trucks and then they're put into containers and then they're put on boats. There's so many points along those supply chains that somebody has the opportunity. La supply chain est compliquée pour le café, puis en plus faire des tests après, j'imagine que c'est super compliqué. To tamper with products. But you can do your due diligence. Buy from reputable sources. Verify the origin of your coffee. Look for certifications like from the Specialty Coffee Association on the packaging. Ah, le safran. Saffron is the world's most expensive spice, but the market for red gold is widely tainted with cheaper products. Real saffron comes from 3 tiny strands, or stigmas, of the Crocus sativus flower. Here in Kashmir, the delicate flowers need about 2 years to grow before farmers like Ashik Rashid can harvest them, just like his family has done for nearly a century. The stigmas are so fragile, farmers must remove them by hand. The less valuable yellow tips are cut off and sifted out.
Ashik and his dad spend 2.5 hours plucking enough saffron just to fill this tiny container. All in all, it takes over 150,000 flowers to make just 1 kilo of saffron, which can cost $3,000. With those prices, counterfeiters can earn big bucks if they dupe buyers. It's even been reported criminals earned millions passing off hay, horsehair, coconut filaments, or roots as saffron. To stop the influx of imitation saffron, the local government launched this trading center. Farmers can authenticate their crop and get a GI tag. But the center has barely scratched the surface. So how can consumers make sure they're purchasing real saffron? You can do a water test. Threads of saffron are put into water or milk. It should give very slowly release a yellow color and not an instant coloring of red or orange color. And that is a purity test for saffron. The threads of fake saffron will also easily disintegrate, while real ones will hold their form. And then there's the price. Paying more for products does not assure their validity, but paying less kind of assures their invalidity. You're not going to get cheap saffron. Non, c'est ça. So why is all this counterfeit stuff really that awful? One is just pure economic fraud. If Yeah. you buy what you think is Jamaican Blue Mountain coffee for $30 a pound and it's cheaper coffee, you've been ripped off. Exactly. But then there's our health. If your extra virgin olive oil is secretly cut with peanut oil and you're allergic to peanuts, well, that could be deadly. Of course. Especially products out of China. Honey has been found to contain drugs that are banned in this country because they're known carcinogens. Authentic brands can't compete with the cheap prices of fakes. Cheap honey imports really do hamper us from selling our honey at a fair price. It's meeting implausible, low price points. Beekeepers warn the fraudulent stuff could put them and millions of hives out of business. But why is this problem so widespread? And why is it hard to catch the criminals? Some criminal groups are so well structured, they operate like companies with multiple departments. They even have teams researching consumer trends to decide what to counterfeit next. In one Italian olive oil ring, the culprits hired food scientists to create recipes. The counterfeiters will then secure suppliers and set up sophisticated factories and abandoned warehouses. They operate in areas where real products are made, so their movements don't arouse suspicion. Criminals will bottle up the fraudulent product to look like real ones, down to a fake batch number. To sell their counterfeits, they often knock on restaurant doors or set up fake websites or postings. Operating virtually and shipping products through multiple countries makes it much harder to trace. Europol helped break up 40 organized crime rings committing food fraud in 2022, including an Italian gang exporting fake olive oil, a network passing off gardenia saffron in Spain, and a fake spice operation in South Africa. But with massive international supply chains, it's really hard to catch all the counterfeits. While the USDA inspects imported meat and eggs, the Food and Drug Administration is responsible for the rest. And it's estimated the FDA inspects just 1% to 2% of imported foods. And they have made very clear that they consider the drug side of their equation a higher priority, and they always had and probably always will have finite resources. I disagree with that logic because I look at the food we eat as the only drug that everybody takes every day. But even if they're caught, c'est un bon the point, punishment parce que, tu sais, comparativement au trafic de drogue, c'est clairement moins surveillé, tu risques moins de grosses peines de prison, d'amende. Clairement, c'est plus safe de faire de la fraude alimentaire, là. Usually as harsh as drug trafficking. This is big crime, and why not? It's huge money. It's better than dealing drugs for them, because no one's going to break your door down at 4 a.m. and arrest you for selling rubbish honey. Larry says two things could deter counterfeiting before it starts: tougher sentencing and the use of blockchain to track the supply chain through labels. So I think the situation is improving, just not enough. I think we need clearer laws, real penalties, and real enforcement, not just a slap on the wrist. You can't legislate crime away, but you can certainly, make it tougher.
But some Ouais. of it comes down to the consumer. Ah, le Because I think fameux, if we c'est aux stop consommateurs, là. On en demande beaucoup aux consommateurs. Mais c'est vrai qu'on a quand même une part de responsabilité en voulant avoir toujours du stock pas cher. Puis je comprends, tu sais, il y a l'inflation, puis tu sais, on n'a pas l'argent. Mais tu sais, c'est certain que tu sais, si à vouloir avoir du safran pour pas cher ou du miel pour pas cher, ben c'est certain qu'on encourage ça, même si les difficultés économiques fait qu'on n'en a pas le choix. Donc, je comprends le consommateur de vouloir acheter les produits pas chers, mais tu sais, c'est vrai que ça peut avoir des conséquences sur le marché au complet. buying the really cheap, horrible product. Actually, in the end, this fraud will become far less of an issue. Buy things in their whole form. You know what a lobster looks like, but you buy like lobster ravioli, sometimes there's no lobster in it. And always look at the ingredient list. Because if you know how to differentiate the real Mais ça stuff montre from the qu'ils fake disaient stuff, d'acheter les trucs the quand decision même of le what you plus put in your body becomes yours. les purs ou les Consumer does have power, though we appear to plus proches de leur chose d'origine. Non, mais c'est ça, tu sais. Des fois, ben, bon, on l'a vu, hein, c'est que des fois, tu as juste carrément des trucs qui sont mal indiqués, que tu sais, c'est long, il faut que tu checkes les ingrédients, des fois, il faut que tu passes des tests. Fait que tu sais, tout le monde, tu peux se faire avoir. Là. J'avais même vu des fois qu'il y a des grands restaurants parisiens, tu sais, des étoilés qui se font avoir sur certains des produits, que eux aussi, des fois, se font filer du faux caviar, des faux poissons, puis du faux stock, là, c'est be difficile. Là. utterly disempowered in this debate. We're not. People should not live their lives in fear of going to the supermarket. Make it your mission as a consumer to try to buy the things that are better. If you by mistake buy some really rubbish honey, it is the best hair pack in the world, hair and face pack. Just put it on your hair, slap it on your face, and because it's only about the sugars, and it's just absolutely fantastic. So it doesn't have to go to waste. Don't eat stuff, but you can just make it like the best beauty treatment that Là, ever tu utilises was. du miel cheap pour faire un masque de beauté. Lol. Bon, on va aller regarder un autre, là, une autre vidéo de chez Sadler Business. Qu'est-ce qu'on pourrait écouter? Déjà regardé une coupe là-dessus, là. Mais c'est un bon reportage. Sérieusement, c'est compliqué pour le consommateur. Et clairement, je veux dire, ça demande du travail. Ça demande quand même pas de travail à tout le monde. Mais il y a des choses qui devraient quand même être faites pour aider un peu le consommateur. Puis, je pense que les gouvernements, ils ont quand même un job à faire, surtout en Amérique du Nord, pour s'assurer euh, euh, que les produits soient quand même bien vendus, bien identifiés, que des choses qui aient une origine euh, protégée. Ok, j'essaie de me trouver de quoi d'intéressant à regarder. Hum, hum, hum. Peut-être pour les couteaux, un esti damascin, ça pourrait être intéressant. Ouais, on va aller regarder ça. Je vais juste faire une petite pause à la salle de bain avant. Je reviens dans quelques instants. Je reviens dans 2 minutes, les gens.
Bon, me revoilà. Ok, parfait, Stella. Bon travail sur ton modèle 2D. J'avais vu ce que tu m'avais envoyé sur Twitter hier. Ça s'enligne bien, c'est intéressant. J'aime bien le concept. Parfait. On va revenir et on va aller regarder l'autre documentaire sur les couteaux en acier damassé. Allez, on change. On se remet en Game Talk. Et on appuie sur Play, les amis. This is a Damascus knife. Master bladesmith Zach Jonas is twisting a fusion of steels to make one of its trademark swirl patterns. Exactement, faut twister le steel. But these unique swirls are more than just decorative. Successfully welding dozens or even thousands of steel layers creates some of the strongest and sharpest knives money can buy. Yep. What starts as individual layers of two different Ben c'est ça, l'acier damassé, c'est plutôt une lame avec this. plusieurs layers A d'acier. 7-inch chef's knife that retails for $700. $700 le Some couteau of de chef. Zach's knives cost $5,000. Certains coûtent 5000. and Bordel, c'est commissions cher. can reach well over $17,000. So, how are swirl patterns made from steel? And why are Damascus knives so expensive? Bon, on va savoir pourquoi c'est aussi cher. What people tend to notice right away when looking at Damascus is that visual pattern, and it ranges from very, very bold and big layers to very, very fine and shimmery layers. And you're going to see that pattern jump out at you, and you're going to see the way the light plays off of it, and it's going to shimmer. C'est super beau quand même, la lame. The bladesmithing community refers to this effect as chatoyance, or the shine of a cat's eye. Aside from the striking pattern, quality Damascus knives are known to be hard but flexible, and able to maintain a sharp edge. To make Damascus steel, Zach starts by layering two different kinds of high carbon steel. Managing the layers means more work for the smith. And while high-end mono steel knives may perform similarly, Damascus knives are coveted for their striking appearance and the craftsmanship required to achieve it. Yeah. After tacking the layers together, Zach puts the stack in the forge and heats it to about Ouais, effectivement, là, 2300 c'est des belles degrees lames. Fahrenheit. Haute qualité, fait que ça demande vraiment une expertise ça faire, puis c'est long. C'est pour ça que c'est cher, c'est pour ça que c'est cher, c'est sûr, là. Because it's at risk of breaking off the handle while the layers are not yet forge welded together. Zach needs to consider the kind of pattern he wants to make before he can begin forging. A bold pattern means fewer layers, and a more intricate pattern can require several thousand. And working with so many layers to achieve his intended design means lots of things can go wrong. Ouais. Out of thousands Il y of avait une hammer émission à strikes, Canal a D single ou à blow- Historia. Je pense que Historia, c'est l'acier, dans l'acier ou du feu, quelque chose de même. C'est une compétition de forgerons, là. L'acier du feu, c'est ça, ouais. blow in the wrong place can ruin the pattern. Even when the pattern is done to perfection, Zach has to forge the steel into a knife without distorting the design. And if he forges the steel when it's too cold, it can crack, and he has to start over, which for Damascus steel can mean losing weeks worth of work. Once he forge welds the steel into a long bar, Zach can begin folding over the layers. The layer count has the most effect on the price. The more layers, the more folding and work for Zach, which means a higher price point. The pattern on this particular knife, called Texas Wind, has only 45 layers, which is why Zach sells it for just under $1,000. But his more expensive knives can have 5,000 layers, and that 5000 can take a bordel. month to complete, giving it a higher price tag. So you can see I'm twisting the steel with this wrench. It's got to be real hot. If it gets too cool, the layers will want to shear and come apart, and then the piece is trash. I'm keeping track of the rate that I'm twisting at and counting as I go. This technique is specific to twist Damascus, and it creates star-like patterns on the Wow. steel.
Too much twisting and the steel will want to shear, but the tighter the twist, the more dramatic the pattern. And that'll do it. When Zach is making a standard Damascus Ah, mais c'est wave impressionnant, pattern, sérieux. he continues to work on elongating and Welcome thinning the back. bar using Donc, Simon, là, présentement, on a terminé le reportage sur la fraude alimentaire. Puis un peu la conclusion qu'il y avait, c'est que c'est quand même difficile pour le consommateur de s'y retrouver, mais il faut bien lire la liste des ingrédients et peut-être des fois être prêt à payer un peu plus cher pour avoir de la qualité. Là, on écoute une petite vidéo là, sur l'acier damassé, sur les couteaux là, qui peuvent coûter des milliers de dollars. Comment c'est fait? a power hammer. Zach's larger power hammer cost him $20,000. But that's just a drop in the bucket. 20 000 $ pour une partie He de son spent équipement. at least 100 000 $100,000 sur son on équipement. specialized machinery. But this large investment allows Zach to produce high-quality Damascus knives. Once Zach forges the tip of the blade, he cross-checks it with his template to ensure the knife looks exactly as it should. Now it needs to undergo a metallurgical change, which is called heat treatment, and this part is hardening. And without doing this, the thing might be shaped like a knife, but it won't behave like a knife. It won't take an edge, it won't hold an edge. So the heat treatment is really a critical process, and it determines the metallurgy and therefore the performance of the finished knife. But it's the quenching that makes or breaks the knife. Sometimes a blade will fail in the quench by cracking or warping irretrievably. Looks like the blade came through the hardening process really well. It's straight, it doesn't have much warping. Little warps can be corrected, and I can see that the scale has blown away from the surface of the steel here, which tells me that the steel has contracted and become hard, and that's what I was looking for. So now this is ready for finish grinding and then a handle. The grinding operation is one of the areas where the skill is kind of most important and most obvious, and this is one of the things that really drives the cost. A single slip can ruin the piece in an instant. Wow. The handle is also an important factor Yeah, when maîtrise, pricing the ça. final product. Some materials, like local maple, are more affordable for Zach, but this Arizona ironwood costs him 10 times as much. It's also a harder wood than maple and requires more work to shape. Zach designs the handles so they serve the purpose of the knife. He makes kitchen knife handles slim, but large enough for the chef to have a firm grip. A hunting knife, on the other hand, requires different properties. It might be used with cold or wet hands, which can cause them to slip. The final step in creating a Damascus knife is the etching, which makes the pattern bolder to the eye. Once dipped in the etchant mixture, one of the alloys oxidizes and turns darker, while the other alloy resists, maintaining its color. Now, the Damascus pattern is revealed. Nice. But Zach isn't done yet. He needs to assess the quality of his creation. Let's test the edge. And I use paper for this. This is a simple test. It should glide through with no problem. Nice. This knife is razor sharp, with no dullness that needs adjusting. It's ready to sell to chefs like Diego Moya. Diego has been a chef for 27 years and focuses on vegetable cookery. Donc, je suis I've depuis had some 27 sharp ans. knives, J'aime bien but this one kind of out of the couteaux. gate just feels like it glides through Regardez-moi without comme any ça coupe. resistance at Merveilleux. all. It's pretty amazing. You basically, it just does exactly what your arm wants it to do. You don't have to fight it. He's using a 10-inch chef's knife made by Zach, which costs $1,200. I think the experience is one of effortlessness. I think you just forget that you're using a knife. And I think that when you forget you're using a knife and you use your arm to produce the cutting motion, that's pure bliss. For this kind of experience, you have to pay the price. Zach's buyers typically know the work that's gone into the knife they purchase and the skill level required to make a quality Damascus knife. Zach is one of the fewer than 200 je comprends pourquoi c'est cher. bladesmiths designated by the American Bladesmith Society. To earn the title, they must successfully produce a Damascus blade with a minimum of 300 layers. The blade must be strong, tough, sharp, and balanced. In Zach's case, he had to take the test twice before getting the Mastersmith title.
The knife performance test includes cutting through a 2x4 and even shaving hair off his arm. But it was the presentation test that set Zach back because of a 10-degree misalignment in the handle. Since becoming a mastersmith, Zach has continued to evolve his skills in Damascus making. One of his current projects might sell for over $100,000 if it's officially commissioned. So this is a project that I've been working on designing for quite a while. This is a very elaborate Middle Eastern sword, a type of scimitar. This is a rough ground blade that I forged out of 1,500 layer Damascus. The demand for Damascus knives has created a market for fake Damascus, where manufacturers imprint the swirl patterns on the knife and sell it at a more affordable price. You can get a Damascus knife for 30 bucks, but it will not cut anything for you. There's definitely a growing demand for Damascus steel. When I started out knife making, it was not super well known, and I've really seen it myself in the last 15 years or so, as the cultural awareness has come up and people really understand what they're looking at. Intéressant. Bien intéressant. Des beaux couteaux. J'en ai jamais vu. Je pense que j'en ai déjà vu une fois en vrai. Mais ça, c'est des beaux couteaux. Mais clairement, j'aurais jamais ça là. C'est tellement cher. Là. Mais c'est fait pour des chefs dans les restaurants. Là. Ouais, je crois, j'ai vu ça passer. Là, je pense qu'il fait des couteaux japonais où il les importe. Là. J'ai vu ça passer sur Facebook. Ouais, ouais. Bon, ouais, on va regarder ça. On va changer de... Ouais, c'est ça. Effectivement, je pense qu'on parle de la même personne. Simon, là. On parle de la même personne. Hey, on va aller regarder ça. On change de thématique, là. On va parler de déchets. De gestion des déchets, genre à Disney puis New York. J'aime vraiment la scène d'Insider Business. C'est intéressant, ça, eux. Disney World produces des beaux a petits lot of reportages. trash. More than 15,000 Donc, ouais. pounds per day. 15 000 tonnes de déchets à la section de Magic Kingdom à Disney. Hey, Oui, je connais. Kingdom alone. But you won't see it anywhere. The Magic Kingdom has a futuristic system of hidden tubes like these that rocket trash out of sight at 60 miles per hour. Woohoo! Disney's system is top secret though, so we went to the only other place in the United States that handles trash this way and on this scale. Roosevelt Island, the tiny sliver of land between Manhattan and Queens. Ah oui! Écoute, là, c'est Simon. Je sais pas si tu avais joué à GTA 4, mais il a cette île-là dans GTA 4. C'était quelques petites quêtes, là, genre dans la première partie du jeu que tu peux t'envoyer sur une petite. Dans Liberty City, là. T'as la petite île, genre entre les deux îles principales. Parce que, tu sais, dans GTA 4, tu commences un peu dans Liberty City comme première île, puis ensuite, t'es bloqué? T'es bloqué. T'es bloqué où? Sur un de mes trucs ou sur ton design? Ah, ok. Bon courage. Comme on vient de voir dans le reportage, peut-être une belle épée. Non, ça ne fitera pas nécessairement dans le design de l'époque. Bah, vaut probablement mieux sérieusement séparer tes layers, j'imagine. Quand tu vas être rendu à faire le live 2D puis le rigging, généralement, avoir les trucs séparés, à ce que je comprends, c'est mieux. Écoute, je te dirais que tu peux toujours regrouper après. Donc, vaut mieux probablement les faire sur des layers séparés. Mais oui, Liberty City, Simon, c'était le fun. In New York City, has been shooting its trash through tubes for nearly 50 years.
This was supposed to be the future of garbage. No more curbside bags, giant trucks, and vermin. Dozens of European cities have systems like this built into their infrastructure. So, how did Disney's magical trash tubes end up on a tiny island in the middle of New York City? And why hasn't the system taken off in the US? Pneumatic tubes date back to the early 1800s. They essentially work like giant vacuums, using compressed air to move objects from place to place. J'imagine qu'ils vont en parler, mais c'était bien utilisé dans le courrier, puis probablement encore aujourd'hui, pour bouger le courrier dans les bâtiments comme l'Empire State Building, les grandes tours à bureaux. Ben, je pense que ça va être là-dessus qu'ils vont en parler, mais effectivement, les tubes pneumatiques, ça a été bien utilisé pour le courrier. Dans les hôpitaux aussi, c'est utilisé. Over the following decades, cities across the world began using tubes to deliver mail, as well as medical supplies, banknotes, and at one point, even McDonald's. But the idea was always to move people, like in the Jetsons. By 1870, Alfred Eli Beach developed the first subway in New York City using pneumatic power. It only traveled the length of a city block and was more of a proof of concept than anything else. When Roosevelt Island first opened its doors to residents in 1975, developers had a unique opportunity to experiment with a new kind of waste management. Previously, the island was home to a notorious mental health institution, a smallpox hospital, and a prison. This penitentiary is by far the worst in the United States. The island needed an image overhaul and a solution to trash disposal. At the time, New York City sanitation workers were on a 9-day strike. More than a week went by with no garbage pickups, and people were rioting. The system was inspired by the one in Disney World's Magic Kingdom. It was installed just a few years earlier and is still in use today. So, how do they work? This is Roosevelt Island's AVAC facility. Automated vacuum-assisted collection process is really what it is. Larry Carrick has worked as the island's senior stationary engineer since 2018, and there's a lot to look after. 1974, I believe this was all put in and operational. This is still functional for the most part. For the most part. So yesterday was a 17-hour workday. You know, it's part of the job. Every day, about 8 tons of trash run through these tubes. Eventually, it all gets compressed into these containers. The city's Department of Sanitation sends special trucks to pick them up 3 times a day, along with containers filled with recyclables and bulk items too big for the island's AVAC system. The trash goes to a transfer station in Queens. There, it mingles with garbage from the rest of the city and is sent to landfills or incinerators that burn trash to make energy. D'accord. The AVAC system doesn't solve the issue of where our trash ends up, but it does make the process of how it gets there a whole lot cleaner. All of this happens out of sight for the 11,000 people who live on the island. I've been here for 5 years. I found out about two weeks ago. But the AVAC system is far from perfect. Decades of wear and tear have left the pipes prone to jams and leaks, especially when residents don't understand what the system can handle. Anything you could think of as far as crazy hockey sticks? Somebody threw a bed frame in there. What? A bunch of carpeting, backpacks. And then I've heard about the infamous mattress and the infamous straw. Goes around. So it's something to laugh at. Fixing these jams requires some creative solutions. So this basically spins when we have the handle on it or a machine. Hopefully it grabs into whatever is the jam, and we're able to pierce through the garbage. Once we get this in good, we try to rip it out. When it comes to bigger repairs, someone has to crawl inside. And these tubes are only 18 inches in diameter. If there's a leak on some of the pipe, we'll have a gentleman that'll actually climb into this area. He gets onto a skateboard along with some welding equipment, and he'll end up skating in here so we can weld. Bordel, le pauvre mec qu'on envoie là-dedans. Il envoie un mec dans le tuyau couché sur un skateboard, bordel. Le pauvre. Intuitive, easy process to use when it works. When it doesn't work, it stinks.
But despite the occasional breakdown, many residents prefer it to traditional trash collection. Judith Birdie moved here in 1977, 2 years after it opened to residents. And as president of the Roosevelt Island Historical Society, she literally wrote the book on it. Oh, what a wonderful book. I think I'll read it. She said she couldn't imagine trash collection any other way. There's no way I want a traditional garbage pickup. I love it that we don't have trash on the street. You don't see a rat anywhere to be found on this place. Ah, mais ça a ses avantages. Hein. In other parts of the world, AVAC systems have a more Ouais, modern j'avoue. touch. In Norway, these different cans separate trash from recycling. And in Sweden and Spain, some are even fully automated. So why can't Americans just stuff their trash down the tube? The main reason, of course, is money. Maintaining these systems is complicated and expensive. Also, private developers don't really have any incentive to invest in this kind of infrastructure. One of the guys who builds these systems compares it to a sewer line. How many times you have to flush the loo in your apartment to amortize that investment, right? It's a basic service you have at your house. And installing them is messy, if not impossible. It involves tearing down buildings to lay the pipes below ground. That's especially tricky in New York City. Manhattan has a huge complex underground, things like the subway system, gas lines, electric pipelines, that it would be essentially impossible to implement an AVAC system like the one we have here. But at the Polo Grounds in Harlem, New York Ah, City's ben housing clairement, authority je veux was dire, given mettons, pour des nouveaux milieux urbains, là, c'est clairement de quoi de bien pratique, là, franchement. Il y a du bon potentiel pour les gens de technologie, là, parce que c'est intéressant, sérieusement, là. Au niveau qualité de vie, c'est pas parfait, mais bon, clairement, mieux que le système traditionnel pour ramasser des déchets, là. Y aller par des tubes pneumatiques, là. shot. There's no one-size-fits-all approach. For dense buildings and for high-rise buildings, pneumatic collection can really save a lot of room on the curb. This will be the first time in half a century that an AVAC system will be installed in the city. The project will cost an estimated $31 million and will service 4,000 residents across 4 different buildings. It's expected to be completed by summer 2024. If the project works, it could serve as a model for the rest of the city and the country. A Swedish company called NVAC designed the Roosevelt and Disney systems, and it's looking to expand its American footprint. We really think there's a huge potential. Ah, et c'est sûr qu'il y a un potentiel pour le marché américain. Still, long path. We know it is not going to be easy. Roosevelt Island might not be the trashless utopia we were promised decades ago, but advancements in AVAC could lead us to rethink how we dispose of our waste and the infrastructure behind it. Someone's got to take the time, someone has to have the technology. Around here, this can continue. Someone has to continue to put money into upgrades and producing positive things. This type of stuff, you can't really bend it. I mean, it'll bend a little bit, and that's only because it has a bend in it already. Cool. Cool. Donc ça, c'était bien. Je pense qu'on va en écouter un petit dernier, puis ça va être tout pour les streams. On va en écouter un autre. On va terminer le stream pour aujourd'hui. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait écouter? Bon, on va aller écouter comment, encore une fois de la même chaîne, comment Domino est devenue la plus grosse chaîne de pizza. This used to be the only way to make a Domino's pizza. About a dozen workers touched every ball of dough rolling down the production line. But now, in Domino's brand new $50 million facility Bon, c'est sûr, c'est in de la pizza un peu Indiana, plus machines industrielle, hein. measure, move, and La stack pizza de pizza fast dough. food, mais loin de la pizza italienne. là. And more, workers touch traditionnel. buttons instead of flour. You just have to kind of watch it and make sure it's doing the right things. All this comes after years of stiff competition from other pizza chains and a struggle to find enough workers, even in the store. Domino's in particular was having a hard time fulfilling these roles that are
not super high paying, and are pretty strenuous to work. And as sales spike for pizza's biggest holiday, those machines will be put to the test. It's all hands on deck. Super Bowl is one of the, top 3 busiest days for Domino's Pizza. J'imagine le Super Bowl aux États-Unis, c'est So une how grosse does the journée pour world's Pizza Hut, biggest hein? pizza chain La balance pizza, automation with a Domino. human touch? Pour toutes les pizzerias en And what fait. does all this mean for the future of fast food? Future of fast food. Each year, Domino's slings out about 1 billion pizzas globally. Leur modèle d'affaires, c'est quand même glorieux d'un point de vue business, surtout quand comme ils ont pris le dessus sur Pizza Hut et qu'il y avait une grosse avance dans les années 90. Ben effectivement, mais sérieux, présentement, j'achète quasiment plus de... je vais plus acheter de la pizza de chez Domino que chez Pizza Hut. Hein. Pizza Hut est rendu extrêmement cher leur pizza. J'ai été déçu les dernières fois. Mais non, ils ont... D'un point de vue business, Domino, ils ont très bien joué. They have been one of the most successful public companies since around 2009-2010. Ouais, 2009-2010. The company can keep pizza cheap because it controls its entire supply chain. Ben c'est sûr, là, quand from tu dough contrôles making ta to supply delivery. chain au complet, tu peux quand même faire des... In the US, it all depends méchantes on économies d'échelle. bustling production and distribution centers. Back in 2018, we En plus, filmed at un an système de older center in franchise. Connecticut with a more manual dough process. There, it took hours longer to make and chill pizza dough than at Domino's newest and heavily automated Indiana center. Impressionnant quand même. Now we have robots, so it's more efficient, it's more consistent. Mais tu sais, d'un point de vue, c'est sûr d'un point de vue, c'est goût puis cuisine, c'est pas de la cuisine en tant que telle, là, c'est purement industriel. Mais point de vue technique, ingénierie, là, je trouve ça impressionnant. Les machines qu'il y a là-dedans, puis la réflexion qu'il y a eu pour rendre le truc fonctionnel, la chaîne de production d'un point de vue ingénierie puis réflexion de la patente puis technologie qui a été mis en place, c'est impressionnant. Là. Sérieusement, là, voir ce genre de machine-là, tu te dis putain, les gens qui ont pensé à ça, qui les ont construites, chapeau. This 110,000 square foot location opened in October 2022 and reportedly cost the ça vaut company pas une $50 pizza million. We're constantly moving from the second that we start, we're go, go, go. D'un petit resto qui fait ses trucs. While ça, some ça porte centers pas still toute measure raison. ingredients by hand, at the new ones, mixing machines pump in flour, water, oil, salt, and sugar directly from storage. And then we have a secret recipe, pre-packaged recipe. I cannot tell you what's in our top secret ingredient because we wouldn't be able to let you go out of here. The new facility can churn out 50 Mais pas pour batches vrai. of dough a day. That's 88,000 pizzas for our customers daily. Dough has a shelf life to it, and we don't freeze Ah oui, it. c'est We cher, constantly hein. have to make it, so it's nonstop. Workers in this new center mostly control the computers, pull samples for quality control, and troubleshoot any issues with the machines. We don't like to stop. So basically, if there's anything that goes on during the day, we're meant to clean out the problems fast, efficiently, and get them going so the line never stops. Workers can program the machine to pop out different sized dough balls for small, medium, or large pizzas. And I just changed that tube out to give us a little bit smaller dough ball. And then robots place the dough balls onto trays. That's another update, as this used to be done by hand. 9 years ago, it was team members that were placing that. So just imagine how hard that was on our team members. This has made it a lot less physical, and we're able to attract a lot more talent. A set of cameras makes sure the dough balls don't stick together. It's literally taking pictures of it. If it catches any mistakes with our placing, this right here will reject each tray. This machine applies a label to each tray. To identify what kind of dough it was and when it was made. Behold the spiral chiller. About 3,000 feet of conveyor belts can cool 40,000 trays of dough at once. There isn't a cooler bigger than the one that you see behind me. We're able to hold 2 days worth of production, and that gives us the ability to have dough in case of we need to support other supply chain centers. Ça en fait de la pâte They à don't want to pizza, ça. freeze it because then it would stop the dough from proofing, or the rising that happens when yeast is activated. So they chill it down to 38 degrees to slow the proofing process. It's very cold in here. Our trays go up for 30 minutes and they come down for 30 minutes. The dough used to take 4 hours to cool.
Now, with the spiral chiller, it takes just one. The dough balls travel down another conveyor belt. Then sensors tell these robots to stack them 25 trays high. A much faster process than the original way of doing it. The machine also slides a dolly cart under each stack to easily move them. This is the end of the line. We double check that each tray gets a label, then you push it. Here, 6 different kinds of dough. Handmade pan, hand-tossed extra large, large, medium, small, and wheat for school lunches await orders from franchises. And they have to move fast to prepare for the biggest pizza holiday, the Super Bowl. Super Bowl! We normally see a 30% increase, so normally we go from Donc, on augmente producing 3% de leur 500,000 vente. dough balls to 750,000 dough balls a Donc, week. 750 000 Noé says, with all this automation, the par- center was able to cut hours par off its dough semaine à making cette time. usine. And this Impressionnant. production process requires fewer employees, an important feature of the new facility. Because less than a year into the pandemic, Domino's came face to face with a labor crisis gripping the entire food industry. By early 2021, Ben, je comprends. Ben, nous aussi, là, si je veux dire. Écoute, nous, la journée d'avant, puis ils sortent avant sur Internet, là, mais nous, là, le lunch qu'on a au bureau après le Super Bowl, là, c'est le Super Bowl de la pub, là. On arrive chacun avec nos pubs préférés, on fait chacun notre top 3, on les commente, on va les regarder sur YouTube, on plug la télé dans la salle de conférence, puis on se met tous là, les employés, pour regarder les meilleures pubs, là. the US restaurant industry was down 1.2 million workers. And there were lots of reasons why. Some workers retired, some quit, some trained for jobs in other sectors, and some relied on unemployment benefits. Employees left warehouse and delivery jobs at record rates. Domino's, in particular, was having a hard time fulfilling these roles that are not super high paying. Là, on and tombe dans un truc que je connais bien. On va regarder c'est quoi leur solution, puis je vais commenter après. are pretty strenuous to work. Warehouse conditions can be tough. In the summertime, this dry warehouse area, it can get super hot. We do have fans and we have other things to keep people cool and hydrated, but it can get super hot. That's where they keep the pizza sauce, dipping cups, barbecue sauce, pizza boxes, and the world's most controversial topping. Pineapple, for all those pineapple pizza lovers. The one area that we're looking into. Ben, ok, je vais voir si on en parle un peu. Mais c'est certain que le problème de pénurie de main-d'œuvre, c'est un problème sociétal gigantesque. Pour les gens qui ne savent pas, je peux dire que je suis quand même une expertise sur le sujet. C'est certain que présentement, ce que vécu Domino, c'est sûr qu'à leur échelle, ça devient encore plus problématique. Mais les problèmes dans les restaurants et les entrepôts sont graves, puis ils ont quand même eu le bon diagnostic. Il y a beaucoup de départs à la retraite, il y a un grand vieillissement de la population au Québec, États-Unis, Canada, dans plusieurs pays occidentaux. Il y a des baby boomers qui sont en train de partir à la retraite. C'est un problème majeur. Il y a beaucoup de gens qui étaient dans les secteurs qui ont été touchés par la pandémie, en particulier en manière de restauration et la chaîne agroalimentaire qui en a été impactée, qui ont perdu leur emploi à cause de la COVID, de la pandémie. Donc, se sont réorientés vers d'autres professions ou sur d'autres concurrents dans l'industrie. Il y a quand même eu une augmentation des salaires et des conditions de travail, ça, ce qui est bien pour les employés là-dedans. Par contre, pour des joueurs comme Domino, que tu fais énormément d'économies d'échelle, que tu joues pour avoir le plus bas prix pour les consommateurs, ça peut vite devenir compliqué à gérer, augmenter les conditions de travail et les salaires de ces grosses bébites-là, même s'ils devraient le faire, ça devient quand même compliqué. Puis l'emploi en tant que tel aussi est difficile pour les employés. Dans les restaurants, là, ils parlaient surtout warehouse et livraison. Livraison, il faut savoir, dépendamment des restaurants, souvent c'était les livreurs qui payaient un peu leur essence, utilisent leur véhicule personnel. Donc ça fait une augmentation des coûts. Ils vont vivre sur les types. Après, là, je généralise, ça dépend des pays, des compagnies, des États aux États-Unis, puis des réglementations en vigueur, là, mais dans certains cas, les livreurs n'avaient des fois pas vraiment de. C'était plus sous une forme de
payaient au type, pas vraiment avoir de salaire tant que ça, où il y avait un salaire au type, mais ils devaient quand même entretenir leur véhicule. Là, on a pu voir dans la vidéo que Domino a une flotte de véhicules électriques, ce qui est intéressant parce qu'il y a aussi eu une augmentation du coût de l'essence, donc ça augmente leur coût. Si c'est leur flotte de véhicules puis c'est eux qui payent pour l'essence, ça augmente quand même les coûts pour l'entreprise. Donc, avoir une flotte de véhicules électriques, c'est intéressant, ça demande quand même un beau cash down pour acheter des véhicules. Mais c'est ça. Pour le problème de pénurie de main-d'œuvre, c'est certain que rendre. euh, Là, il ne s'agira pas de renvoyer des gens, parce que tu n'en as déjà pas. Donc là, tu peux te permettre, sans faire des plans de restructuration massifs et de renvoyer des tas de personnes, essayer d'automatiser des choses pour augmenter ta productivité, ta profitabilité, qui dans le contexte d'inflation et de manque d'employés va être intéressant. Puis surtout de réduire les emplois qui ne sont pas populaires. Parce qu'on s'entend là, prendre à longueur de journée les boules de pâte, comme on a vu dans la vidéo, puis les mettre sur le tray, là, sur le plateau. C'est pas passionnant, pas envie de faire ça. Il devait probablement avoir un très gros trou de mouvement sur ces jobs-là, probablement des problèmes de santé, sécurité, niveau canal carpien au poignet. Ça devait être difficile pour les employés. Il devait avoir probablement beaucoup de réclamations à leurs assurances pour ces emplois-là, puis de problèmes avec les normes du travail pour ce type de job-là. Tu avais quand même un bon risque d'erreur. C'était pas la fois non plus la plus salubre dans un cas de pandémie d'avoir aussi les gens qui manipulent des produits à main nue, même s'ils sont masqués avec des gants et tout ça. Il y avait aussi probablement cet enjeu-là pour eux qui ont réfléchi. Donc, essayer d'automatiser les emplois que personne ne veut faire, que tu as de la difficulté à recruter, c'est quand même une bonne solution pour contrer ce problème-là. Mais je suis quand même curieux de voir s'ils vont aller un petit peu plus dans leur solution de marketing RH pour voir quelles étaient leurs options pour aider à recruter des employés en dehors d'utiliser la technologie pour remplacer les gens sur les emplois que personne n'a envie de faire. Oui. Euh, Ben, ok, là, tu marques un bon point, puis ça, je peux te donner ton moins de pote là-dessus. Le pénurie de main. Premièrement, il y a eu la société qui a mis énormément d'importance sur le diplôme, mettons, collégial et universitaire, ce qui est une bonne chose, mais on a beaucoup plus de gens avant qui ont un meilleur taux de scolarité que les générations précédentes, et on a tendu à dévaloriser un peu le DEP et les emplois manuels, qui pourtant sont très payants, comme les emplois de soudeurs, d'électromécaniciens, d'ouvriers sur des chantiers, qui sont quand même des emplois payants, avec quand même des milieu de travail difficile, mais quand même de bonnes conditions de travail avec les syndicats. Mais on a dévalorisé les emplois manuels et encouragé les gens à aller faire des études supérieures, c'est une bonne chose, mais c'est arrivé au point que dans certains secteurs, on a trop de gens diplômés dans certains secteurs et pas assez dans d'autres, surtout pour les trucs un petit peu plus complexes. Il y a quelques années, je t'aurais dit que dans le domaine du développement et des ingénieurs, il en manquait beaucoup. Depuis la pandémie et surtout depuis les derniers 6 mois, et ben, en fait, depuis la dernière année, depuis qu'il y a eu des restructurations à la Silicon Valley, chez Facebook, chez Google, chez tous les gros joueurs de la Silicon Valley en informatique, ils ont renvoyé beaucoup de développeurs parce qu'il y avait il y avait over-engagé des employés pendant des années, des fois avec des postes que les employés ne faisaient pas grand-chose, qui se dédoublaient, ils étaient totalement en haut de leur nécessité, puis il y a eu des licenciements massifs dans les gros joueurs des TI. Et là, ça se voit ici. Moi aussi, je le vois, des emplois pour des programmeurs. Présentement, tu vas peut-être recevoir une centaine de CV, que ce n'était pas le cas il y a peut-être 5-6 ans, mais aujourd'hui, tu en as beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit: ah, ben, je vais aller faire mes études en informatique, en programmation, c'est des jobs d'avenir. Mais là, il y en a tellement qu'on est qu'on a dépassé un peu ce que la capacité du marché est prêt à avoir. Les meilleurs vont pouvoir se faire engager. Ceux qui sont sur les technologies les plus modernes vont pouvoir avoir de quoi, mais il y a beaucoup de gens qui sont allés là-dedans pour avoir une job, qui ne sont pas des fois toujours nécessairement les plus compétents, les plus à jour technologiquement. Et là, eux, ça va être difficile. Ben, c'est ça. Puis il y a beaucoup de compagnies qui vont engager des développeurs en Inde, Bangladesh. Aussi, ce que je vois beaucoup,
c'est Bulgarie, les pays d'Europe, de certains pays européens qui engagent à beaucoup, qui n'ont pas la même mentalité. C'est que là-bas, faut savoir là, que, tu sais, probablement en Inde, Roumanie en effet, c'est que là-bas, là, même 10% d'un salaire d'un programmeur d'ici, ça reste beaucoup. Puis eux, là-bas, ils ont des problèmes d'emploi, mais pas de pénurie de main-d'œuvre, ils ont des problèmes de taux de chômage. Donc, il y a de la concurrence pour quand même faire baisser les prix de la main-d'œuvre. Mais les salaires des développeurs ici ont tellement monté, puis c'est quand même je ne vais pas chialer contre les gens qui sont trop payés, puis c'est pas mon point que je veux faire, mais les salaires de développeurs ont monté dans une surenchère présentement ici, en Amérique du Nord, qui n'est plus représentative de la quantité de gens qu'il y a sur le marché. Euh, Ils ont monté à l'époque que c'était vraiment rare que tu avoir des gens, que les compagnies voulaient avoir des gens de TI, mais là, il y en a tellement qui sont arrivés sur le milieu du travail que là, ça ne matche plus nécessairement avec la concurrence que tu as à l'étranger. Puis les multinationales vont aller chercher des gens à l'étranger qui vont peut-être avoir un petit peu plus de facilité à travailler. Ça se voit quand même souvent que les gens vont envoyer leur département de TI en Inde. Mais c'est compliqué. C'est compliqué les enjeux de pénurie de main-d'œuvre. Je pourrais en parler longtemps. C'est pour ça que je me suis un peu spécialisé sur Ben oui, t'as raison, Simon. Je le vois. Euh, c'est c'est très difficile pour des compagnies. Puis il faut savoir, là, euh, puis là, on va aller dans les petits secrets de l'industrie. C'est que les grosses compagnies de TI qui offrent des salaires de fou à leurs employés, souvent, bon, vont demander pas mal l'impossible à leur travail, puis les conditions de travail vont être toxiques, là, mais ça, c'est pas le sujet. Ils vont souvent payer leurs employés avec des actions, des parts de la compagnie ou des promesses là, par rapport à comment va aller l'action de l'entreprise. Mais là, depuis les dernières années, écoute, ça va pas toujours super au niveau des actions des Facebook, des Microsoft et de tous les big joueurs des TI, là, qui sont généralement au Nasdaq. Euh, Ça va pas toujours super, hein? Euh, Fait que, tu sais, ça peut être compliqué. Ces entreprises-là sont pas toujours en très bonne stabilité financière. Tu sais, on se dit c'est gros Amazon, là, puis Facebook, c'est gros, mais tu sais, des géants dans le milieu des technos, là, ça tombe puis ça ferme, là. Il y a eu la Silicon Valley Bank qui a fait faillite, puis tu sais que ça a causé un grand, grand bordel aux États-Unis il y a peut-être 6 mois. Il y a beaucoup de business en TI qui sont pas super stables, surtout des peut-être plus PME, puis même les grands joueurs là, qui sont à quelques projets d'avoir des problèmes ou d'avoir une bonne baisse de valeur de leur action. Tu sais, le Metaverse a quand même fait pas mal baisser l'action de Facebook quand ça avait été annoncé. Ça tend à se stabiliser par monter, ce que j'en ai vu. Puis là, citez-moi pas là-dessus, là, je te dis, je suis pas sur. Ça fait longtemps, je suis pas parfaitement à jour là, sur la valeur d'action de Facebook. Mais ça devient compliqué pour ces business-là. Euh, ben, tu sais, de payer leurs employés puis tu sais, d'être économiquement viable parce que, tu sais, oui, ils font beaucoup d'argent Facebook, mais rouler Facebook puis Amazon, ça coûte extrêmement cher, là, tu sais. On chiale beaucoup contre les salaires que paye Amazon de leurs employés d'usine, là, mais l'argent qui rentre puis qui sort d'Amazon, c'est énorme. C'est énorme comment que leur infrastructure coûte, puis leur coût en R&D est énorme. Euh, Fait que, tu sais, ils sont à quelques mauvais projets là, qui ne marchent pas, peut-être des fois d'être vraiment dans la merde, d'avoir une baisse de valeur de leurs actions, puis de devoir faire des licenciements massifs, parce que sinon, ils n'y arriveraient pas. Fait que, tu sais, c'est le milieu des TI, c'est pour ça qui est compliqué, c'est que est-ce qu'on est à une bulle comme la bulle des dot web du début des années qu'il y avait eu fin des années 90, 2000? Peut-être pas. Mais clairement, le milieu des TI, c'est pas le milieu qui est le plus stable économiquement, qui est vraiment sujet au changement, aux concurrents, puis à ce qui se passe dans le monde. C'est un milieu sensible. Puis pour en revenir à ce que tu disais sur les développeurs, puis les demandes des développeurs, euh, c'est, tu sais, la plupart des business, puis des PME, puis des agences, non? Puis des joueurs locaux, là, on va dire ça comme ça, là. Ils n'ont pas les mêmes moyens que les business aux États-Unis, que, tu sais, eux sont cotés en bourse, qui ont, on va dire, un bon cash flow, mais qui peuvent te renvoyer d'eux-mêmes faire des licenciements massifs. Ils n'ont pas les mêmes moyens pour des conditions de travail, là.
les petites agences québécoises, surtout, mettons, on dit dans le milieu du web, du marketing ou même du développement, avec les clients que tu as au Québec, si tu parles de clients, on va dire locaux en moyenne, puis voire même grandes entreprises nationales, ils n'ont pas des moyens illimités, là. Ils n'ont pas des 100 millions à mettre sur un projet de développement, là. Tu ne peux pas charger des clients les montants, si je veux dire, qui fit avec les salaires que les gens nécessairement voudraient, là. Pour le local, là, faut que tu t'adaptes, là, t'sais. Ben, c'est très, très cher, là, engager des gens au Québec, puis les clients sont pas prêts à le payer, là, parce qu'il faut se le dire, le client, là, souvent ici, ça va être une petite PME, peut-être une quinzaine d'employés, ils n'ont pas le 100 000 là, nécessairement à mettre sur un site web, là. C'est compliqué. C'est compliqué, fait que si je vais reprendre la vidéo, puis là, je pense qu'il y a une coupure pub. Mais pour en revenir à ce que je disais sur le côté tes pénuries de main-d'œuvre, c'est un enjeu compliqué qui dépend des aspects régionaux, qui dépend des types de postes, qui dépend d'énormément de choses. Il n'y a pas une solution magique, c'est une multitude de problèmes, soit sociétales spécifiques à une industrie ou à une région, euh, qui rendent la chose complexe, qui fait qu'il n'y a pas de solution globale. La solution va dépendre du contexte de chacun, mais il y a quand même des choses qu'on pourrait, des grands constats, vieillissement de la population, manque de gens dans certains postes clés, certaines charges, tâches qui sont euh, très exigeantes sur le physique ou le mental des employés qui pourraient éventuellement être automatisés, des fois qui ne peuvent pas, mais qui serait préférable s'il l'était. Les tâches répétitives, généralement, ne sont plus, sont pas vraiment tant appréciées que ça. Et une entreprise va gagner essayer d'automatiser le tout. Ça, c'est quand même généralement des grands constats qu'on peut en faire. Mais tu sais, c'est que c'est compliqué. Ça demande l'investissement financier pour les entreprises pour augmenter leur productivité et le niveau technologique ou de leurs installations physiques. Puis ça demande aussi de monter les conditions de travail des employés. Mais ce que je remarque, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises, des fois, qui ont pris un énorme retard d'un point de vue technologique. Puis je ne parle pas vraiment informatique, je parle plus niveau machine de leur ligne de production puis de leur ligne d'assemblage qui ont peut-être pas qui ont des machines d'il y a 40 ans, qui sont peut-être pas nécessairement up-to-date, qui leur nuisent beaucoup à la productivité, qui leur nuisent aussi à avoir des employés parce que je peux vous dire que d'un point de vue global, après avoir travaillé avec énormément de gens sur les enjeux RH, généralement, l'une des choses que les employés trouvent les plus problématiques, ben exactement. T'as raison, puis c'est là-dessus que j'arrive. Généralement, puis ça affecte les employés. Généralement, les employés, le manque d'innovation puis leurs outils de travail qui sont inadaptés ou pas au niveau technologique souhaité ou ne sont pas aux normes actuelles de l'industrie, c'est une des frustrations les plus grandes chez les employés dans leur milieu de travail, quasiment au même niveau que le salaire. Pourquoi? Parce que pensez-y. Mettons, là, je te donne du mauvais équipement de travail. Peu importe c'est quoi votre emploi. OK? Si vous travaillez, vous êtes programmeur, que vous êtes dans la restauration, que vous êtes chef. Si je te donne des mauvais outils de travail, OK? Là? Puis je parlera pas du salaire là-dedans, on va parler strictement d'outils de travail pour faire valoir le point. Là. Si tu as du mauvais équipement, ça te frustre parce que ta tâche va prendre plus de temps, ça va être plus dangereux, ça ne sera pas l'équipement que tu as vu nécessairement lors de ta formation, puis tu sais que tu as vu ailleurs dans d'autres places qui sont plus up-to-date, ça va être long, tu vas augmenter ton risque d'erreur, c'est ça. Effectivement, Simon, tu vas encore utiliser des systèmes papier. Puis ça, c'est frustrant, tu te fais perdre du temps, puis tu n'as pas envie de faire ça en 2023, de remplir de la paperasse, là. Tu sais, tu n'as pas envie de faire ça. Pourquoi ils le font pas? Parce qu'ils ont fait le même depuis 40 ans, puis l'industrie de l'automobile est très bien. Ça marche depuis 40 ans. Le propriétaire, il a 70 ans, puis tu sais, il a son fils de 55 qui est dans le business. Ou de 60, puis tu sais, il y a tout le monde, on fait ça de même depuis des années, la famille a toujours fait ça, le grand-père faisait ça de même, on le changera pas, là, regarde, ça va coûter des dizaines de milliers, c'est entre de milliers de dollars changer ça, on le fait pas, à l'époque ça marchait, puis ça c'est très très typique de l'industrie de l'automobile, là.
Je te dirais là, que l'industrie d'automobile, c'est une industrie qui est très arriérée pour des affaires, qui n'aime pas le changement, puis qui est bien ancrée dans sa stabilité. Et mais exactement. Ça, je veux dire, là, c'est très. C'est de même, ça fonctionne, puis c'est de même, ça fonctionne, puis ça va toujours fonctionner de même. On ne fait pas de changement. C'est commun. Par contre, pour les employés, c'est horrible. Puis ce que je vois, c'est que ça affecte aussi les clients parce que les clients, le consommateur final, là, je parle du consommateur final pour le point que je vais aller faire, eux ben, vont avoir des moins bons services de l'entreprise. Ils vont se frustrer avec les employés. Puis généralement, ce que je vois, c'est que les employés disent Hey, au début, je pensais que les clients étaient chialeux, mais je me rends compte qu'ils ont raison de chialer parce que c'est vrai que notre système, c'est de la merde. C'est vrai qu'on envoie des factures aux clients alors qu'ils ont déjà payé, qu'on leur a fait un remboursement, mais que le remboursement n'est pas passé dans le système, puis là, tu as les comptes payables qui les achalent alors que dans le système ou dans l'autre système qu'on utilise, le remboursement a été fait, mais les deux systèmes comptables ne se parlent pas. Puis là, tes employés qui mangent la merde parce que le client est frustré avec des raisons. L'employé sait que le client a raison, mais à quelque part d'autre dans le business, ben, leur système ne marche pas. Puis, tu sais, ça fait perdre du temps à tout le monde. Fait que là, une affaire qui pourrait gérer en 5 minutes si tu as des bons outils, ça va se transformer sur des tâches qui vont demander des heures de travail sur plusieurs semaines, à gérer de la frustration, à gérer des problèmes, à faire des appels, à envoyer des courriels, à faire des meetings, pour de quoi que si tu aurais un bon système, aurait pris 5 minutes puis tu n'en parlerais pas. Fait que tu te ramasses à gérer des situations puis des problèmes qu'il n'y en avait pas. Une machine qui pète sur une ligne d'assemblage, là, ça peut peut-être demander des semaines de réparation dans les worst-case scénarios. Tu vas fermer ta ligne de production, tu vas peut-être devoir mettre ton staff à pied parce que tu n'as pas utilisé de l'équipement moderne. Tes employés vont en tabarnak parce qu'ils utilisent des machines qui ne sont pas aux normes, qui sont lentes. Puis les gens veulent avoir les bons outils de travail. Là. Globalement, là, les gens ont envie de travailler puis ils ont envie de faire leur job. Si tu leur donnes les bons moyens de le faire. Là. Ça, je veux dire, si tu leur donnes le bon équipement, le monde va être content. J'entends souvent les chefs d'entreprise vont dire Ah, mais mes employés sont encore d'équipement. Je veux dire, regarde, ils vont travailler avec ce que je leur donne. Non, non, les employés, pour eux autres, c'est vraiment important, globalement, d'avoir un bon outil de travail qui va être agréable à utiliser, un environnement qui va être ergonomique, de quoi qui va être sécuritaire, qui va fonctionner. Ils ont envie de faire leur job comme il faut avec l'équipement qui n'est pas pété. Parce que travailler avec des équipements pétés ou pas aux normes, on l'a vu, mettons, des fois dans Cauchemar en cuisine, dans des émissions de ce genre-là, c'est frustrant, ça fait perdre du temps à tout le monde, c'est pas motivant. Tu sais, c'est quand que tu as connaissance à gérer le projet interne, c'est fois cher changer un ouvrage. Ben exactement, tiens. T'as raison, Simon. Bon, c'était un gros rant sur la technologie puis sur le milieu des RH, mais il fallait qu'il fasse ça. Mais c'est ça. Là, je suis content de voir ce que je vois dans le truc sur Domino parce qu'eux font de l'innovation. Puis généralement, ça va être des fois ça la différence avec des grosses multinationales. C'est sûr qu'ils ont plus d'argent. Même temps qu'ils font des modifications, ça leur coûte plus cher au niveau à l'échelle. Là. Excusez, j'ai frappé le micro, je ne sais pas si vous avez entendu ça. Mais ces business-là travaillent sur l'innovation. Domino là-dessus a innové. Est-ce que, tu sais, c'est sûr, là, on parle de pizza industrielle. Hein, ça, je veux dire, on parle pas de quoi fait main dans un restaurant, là, mais tu ajoutes une pizza Domino, tu n'achètes pas une pizza faite maison, on s'entend. Là. Mais tu sais, eux, ils ont innové pour réduire le problème, gagner en productivité, puis c'est clairement qu'il y avait un incitatif financier. Mais ça leur a coûté probablement des millions. Là. Ça, là, ça, je veux dire, ça va prendre des années là, pour avoir l'argent qui va être investi là-dedans. Là, ça va prendre des années, sérieusement, avant que l'investissement paye off. Mais il va payer off. Puis plus tu attends, plus que ça va te coûter cher à améliorer ta situation, puis plus que tu vas perdre d'argent entre-temps. C'est ça que les gens, il faut comprennent pas. Ils attendent que ça soit tout pété pour régler le problème, puis là, tu vas vouloir tout régler en 6 mois, puis là, ça va te coûter cher. Zero in temperature. This freezer stores the cheese, all the meat toppings, and chicken wings. The veggie freezer holds just that, mushrooms, onions, and peppers, and a cooler stores the pepperoni. Staffing has been a real challenge across, again, the whole industry. So it's this kind of vicious cycle. When you can't hire enough people, it creates a lot of Effectivement. Parce que si tu manques de personnel, ton personnel existant va être plus sous pression, va devoir faire plus de chiffres, donc ton service vicieux vont être plus à même de quitter puis de faire des burn-out. Là, tu vas encore manquer plus de personnes, ils vont encore aller malades parce qu'ils n'ont pas envie de travailler parce que c'est la merde. Fait qu'effectivement, là, quand tu commences à ne plus avoir assez de staff pour faire fonctionner ou tu as des machines qui lâchent puis tu es en train de demander plus sur les vraies infrastructures existantes, c'est là que tu commences à avoir des problèmes de maintenance et d'avoir des employés qui vont quitter en boucle. C'est un gros service. Ah ben 100% d'accord. Hein? Ouais, puis
pour l'avoir déjà vécu, quand tu te ramasses en communication de crise parce que tu es au bord du précipice, que c'est passé de quoi, que tu as mal géré ta com, puis tu as voulu la faire tout seul, puis là, ça devient une crise sur les médias sociaux. C'est pas le même tarif là, quand tu passes en gestion de crise. Là. Vraiment pas les mêmes tarifs, vraiment pas les mêmes enjeux. Ça va être difficile, ça va faire mal. Puis pour déjà l'avoir vécu du côté agence, là, quand tu pars en communication de crise, là, t'as pas envie de te ramasser là avec ta business là, quand tu es au bout du rouleau. Là. T'as vraiment pas envie de te ramasser là. On peut te faire de quoi, on va t'aider. Dans la mesure du possible, des fois il est trop tard. Mais ça va coûter cher. So, here in Indiana, Domino's implemented new processes to make warehouse and delivery jobs easier on employees' bodies. At older centers, goods would be bulk loaded onto trucks. So, when drivers got to franchises, they had a mini grocery store and would pick out ingredients from each shop. But at the new centers, Domino's has added a whole picking team. They grab all the ingredients and load them into cages. Each store gets its own cage, which is just efficient and faster and easier. On parlait, Simon, ton je te parlais de logistique. Ben ça, c'est une logistique qui est bien pensée, qui va faire sauver du temps à sa livraison. In and out. So, when the drivers pull up, the pre-picked loads are waiting for them. This is where we do stage all of our product for loading. Workers move all the rolling cages and dough dollies onto 48-foot refrigerated trucks. We come in and we place the carts in from left to right, just into the truck. We'll strap it every 5 rows or so to give it a support brace to hold everything in tight. We're heavily strapped in. It goes a long way to get the pizza to you. On average, 13 stores worth of goods can fit in just one truck. We do a lot of things that are kind of like Tetris here. The center dispatches about 28 trailers. They supply over 300 stores across 5 states. Domino's wanted the new center to take the load off older supply chain centers. All those centers were over capacity. Most drivers are dispatched overnight to avoid traffic and crowded parking lots. We're actually just left the center. We're heading out to Ouais, c'est courant, la livraison one of the franchisee stores. Gonna make their delivery. Ouais, en bout de ligne, c'est toute la chaîne d'approvisionnement, incluant la production qui gagne en short-term sacrifice pour l'intégration, mais c'est sur le long terme. Là. Non, exactement. Exactement, mais tu sais, c'est pas tous les business qui pensent de même. Ils ont une bonne vision d'affaires, ils ont bien pensé à leur truc. Des gens compétents. Là. Il y a des gens compétents à la direction de cette entreprise-là, dans le high management, dans le conseil d'administration. Tu as des gens compétents là-dessus qui savent qu'est-ce qu'ils font, qui ont réfléchi à leur patente. Ça a été bien pensé. Là. Je veux dire, puis ils font leur intégration en ouvrant puis en fermant différents centres qui vont pour centraliser certains trucs ou refaire leur route de shipping. Ça a été bien pensé. Probablement pensé pendant plusieurs années, puis ça va se faire sur une longue période, puis c'est probablement une évolution continuelle qu'on appellerait le design thinking. Puis vraiment, c'est impressionnant. Ça a été bien pensé. Ça, c'est pour une grande entreprise, c'est comment tu es supposé de faire les choses. Puis même pour une plus petite PME, tu le fais à ton échelle. Là, parce que cette affaire-là, ça leur a coûté des millions. Là, vraiment des dizaines de millions. À gros terme, là, ça a coûté une fortune. Là, avec les camions, construire les buildings, avec tout l'équipement qu'il y en a dedans. Là, c'est des projets extrêmement coûteux là, à l'échelle du pays. Fait que, c'est des grosses infrastructures, mais ça va leur permettre de gagner en rentabilité, de ne pas se faire dépasser par un autre concurrent un jour que lui va faire le changement. Ok, salut, c'est là. Mais exactement, tu peux l'avoir à plus petite échelle, là, au final, là, pour une petite PME pour tes livraisons. OK. Tu n'auras peut-être pas plusieurs camions qui vont dans plusieurs étapes, mais tu peux le faire, là, hey, ces boîtes-là, c'est tout pour un consommateur, on va faire on va combiner les expéditions ensemble, puis on va le faire. C'est un problème sur le design de ton 2D. Mais tu le fais à ton échelle, tu le fais petite étape par petite étape. Puis tu
tu dois bien le gérer, parce que sinon, tu vas prendre un gros retour. Ah ouais, les mains, c'est pas facile à dessiner. Tu sais, parce que, tu sais, pour exemple, tu peux... Ouf. Ouais. Pas facile à dessiner les mains. Mais tu sais, comme disait Simon, par rapport aux concessionnaires qui ont des CRM papier, là, il a commencé à installer leur CRM au début des, mettons, des années 2000, dans une concession. Souvent, les concessionnaires, c'est des groupes, ils ont plusieurs concessionnaires, plusieurs concessions. Tu sais, tu le fais une place, c'est compliqué à mettre en place. Ah, ben, je te dirais, tu sais, va checker des exemples, tu sais, sur Google. Ok, ouais. Ben quand même, je veux dire, de 2008-2011 pour être sur des CRM papier, là, tu sais, c'est late, là. Tu sais. Ça serait genre la date, mettons, que tu aurais commencé, tu sais, que tu aurais dû finaliser ton implémentation à cette époque-là, là, genre en 2008, là. C'est... Parce que, tu sais, c'est problématique, là, franchement. C'est problématique. Si je fais un cam stream, ça va être avec des gants. My wife laughs at me every time because when I go to parallel park my car, she's like, "Why you put it up so much?" I'm like, "Because I drive the truck more than I drive my car, and I got a little bitty car too." So you could just imagine how many wide turns I'm doing in my little bitty car. When the coronavirus hit, a lot of people weren't coming out. It got so bad, Domino's launched a program to send employees from anywhere else in the company to driving school. We're arriving now. Nice! Ça, c'est nice. Ça, c'est nice. Tu offres des formations de conduite de camion à tes employés. Ça, c'est une excellente idée. Ça, c'est une bonne pratique RH. J'aime ça voir ça. The store's right here on the left-hand side. It has a store number, the stop number, so it's very easy to know what store is getting what. So these are dough trays. We take the old ones, bring the new ones in, so it's just a cycle. The new picking and caging systems have taken some of the... Bon, en même temps, on va être honnête, là, ce que je veux dire, ce qu'ils font là, ce que je veux dire, c'est un peu de la com aussi, là, fait que, ils montrent probablement leur bon côté, là, on s'entend, là, c'est probablement des jobs dans les restaurants payés salaire, quasiment payés salaire minimum, là, fait que je vais pas non plus dire que les conditions de travail sont parfaites chez Domino, mais ce que je vois dans la vidéo, il y a des bonnes pratiques RH. Est-ce que ça veut dire que la compagnie, globalement, est bonne? Je le sais pas, mais ce que je vois, c'est des bonnes pratiques. Physical stress off truckers. Now everything's pre-picked, so they've really made our job. Ah, ben effectivement, tu facilites la job de tes drivers, ils peuvent être plus rapides, plus efficaces, ça va être plus rapide de faire la livraison. It's improved a lot as far as the delays. We're only at a store 15 minutes versus an hour. So was all of Domino's investment in new tech worth it? Fast food correspondent Kate Taylor says yes. It is working. Kind of all of these solutions they found are working pretty well, and at this point, the labor shortage is kind of abating a little bit. And Domino's has held on to its title of the biggest pizza chain in the world. It's nearly doubled its global store count in the last decade, and passed Pizza Hut in sales in 2018. Ouais, ils sont dépassés Pizza Hut en Domino's was 2018. basically able to steal a bunch of Pizza Hut customers. But what does all this automation mean for the future of human jobs in fast food? Automation is no longer an if, it's a when for fast food. Ouais, ça, en There's effet. definitely money to be made Il y a in eu using des cas, j'ai vu, je pense, c'est Wendy's qui ont fait qu'une partie de la job est automatisée par IA, qui vont, mettons, faire tous les produits frits, que ça va être fait par un robot, qui était un poste dans la restauration rapide. Difficile, physique, dangereux de travailler avec la friteuse. Qui demande quand même une bonne supervision. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, juste le fait que tu peux commander à des bornes payées par des bornes automatiques chez McDo, c'est une forme d'automatisation aussi, là.
C'était une place qui était vraiment longue, que les gens font les commandes, que tu avais un line-up qui se buildait. Fait que le faire via la borne, c'est meilleur. Puis d'un point de vue commercial, passer par la borne, c'est plus facile de faire du upsell avec la borne. Tu vas faire une petite proposition avec un petit modèle qui va apparaître. Ah oui, commande ça, veux-tu un supplément là-dessus? Moi, je le sais, là, j'en suis victime. Quand je commande une borne automatique, je vais être plus probable que je fasse du upsell puis que j'opte pour le payer 30 cents de plus pour avoir le large. Hein? Ça, je l'ai dans ma face. C'est la même affaire avec Uber Eats, puis quand tu commandes par ton téléphone, tu sais, tu vas être plus. Ça va avoir plus de chances que tu fasses du upsell. Hein? C'est ça. Puis tu vois, des fois, des affaires que tu avais vues, tu savais pas qui étaient sur le menu, qui sont mal affichées. C'est plus facile aussi de gérer tes extras, tes choix de sauce. Tu peux prendre le temps que tu veux. Tu te sens confiance pour consommer. Fait que tu sais, c'est pas pire, sérieusement. Là. Robots instead of humans. And Domino's is not alone. White Castle already uses robots on some fry stations, and Jack in the Box is soon to follow. Robots are popping up in some KFCs and are set to start cooking chicken. And McDonald's is testing AI to take drive-through orders. Domino's itself has trialed self-driving cars to deliver pizza. If there is a robot that can do something for a lower price point than hiring people to do it, companies are going to jump on that. Which leads to the age-old concern. Could robots take people's jobs? I personally don't think automating is an evil move. I think it's a bit more nuanced than that. Je suis d'accord avec elle. Kate says some of the lost jobs are actually okay to lose. Stacking boxes again and again and again, it can lead to injuries. Automating jobs that are repetitive, that are dangerous for workers, that are even just straight boring. That allows people to have the opportunity to have better jobs at a company. Exactement. And I think that that's also something that si tu chantes des employés qui vont changer de position, c'est bien. Il faut pas oublier des fois que ces jobs-là, c'est des gens qui ne deviendront pas nécessairement ingénieurs pour programmer la machine. Mais tu sais, exactement. Là, je veux dire, les jobs manuels, de même stacker des boîtes, là, regarde, la machine va le faire. C'est moins dangereux, parce que c'est dangereux, sérieusement, là, ces emplois-là. Là, je veux dire, pour le corps, c'est physique. C'est pas facile. Ouais, bon courage vraiment pour les mains. Là. C'est pas facile. As-tu trouvé des exemples sur Google Images, par exemple? C'est vraiment la pire affaire à dessiner. Je dessine pas de mon côté, là, vraiment. Mais je sais que c'est affreux à dessiner là, quand t'es. C'est la partie la plus complexe. Hein. Ah, ouais. Pas cool. What hasn't become robotic is Domino's in-store experience. You can't automate everything. No. Making the pizza will stay human. The company does have that hand-tossed slogan to live up to. Pizza chefs pull the proof dough out of the fridge and still make every pie by hand. We're going to start with some fresh dough. Ben, exactement. Eux, ce qu'ils font, c'est ça que tu fais, c'est que tu vas garder tes humains pour les trucs à valeur ajoutée. Bon kidnapping. Pull it out there, stick it in the cornmeal. You want to make sure you make a pencil rim. Reduces the air. J'en ai aussi vu une à Berry-UQAM. À côté là, de l'îlot voyageur, j'en ai vu une. Fait qu'on en a commence à arriver à Montréal. Oui, c'est là. And the dough. Jessica ladles on a thin layer of tomato sauce. Next, you move on to the cheesing phase. You wanna make sure you stay away from the middle. At all even amounts. She drops on about 40 slices of pepperoni for a large piece. Ah, pour les mains, non, c'est désolé. Je veux dire, j'ai pas envie de envoyer des photos là, de. Mais de toute façon, je te dis, c'est pas les mains les plus nécessairement masculines que ça. J'ai des petites mains. Désolé. Mais, je pense qu'il existe sur Internet. Il faudrait que je cherche un peu, mais je pense qu'il existe des sites.
tu peux avoir un peu comme un pantin, puis tu peux, genre, toi-même, essayer de bouger les doigts un peu en 3D pour avoir la pose que tu veux. Je pense qu'il existe des outils, genre, en ligne pour avoir les poses de main que tu veux. Ah, écoute, euh, merci de la compréhension. Pizza. It goes through the oven, takes about 6.5 minutes, and then it'll come out on the other side. A squeeze of garlic oil on the crust finishes off the pie. And then you close the box, and it's all complete. But just because there aren't any robots tossing pizza doesn't mean there isn't a hustle. Ready, set, go! Nice job, Jessica. It's important to go fast, I think, for the customer aspect, because when they're placing an order, they're hungry. You know, every pizza is a rush. Effectivement. Fastest pizza I've ever made. Ah, yo, Sonic, avant, si vous êtes dans le chat, vous souvenez-vous quand ça avait genre pris 2 heures à avoir la pizza à un moment donné? C'était horrible. 25 seconds. It's all hands on deck. Super Bowl is one of the top 3 busiest days for Domino's Pizza. And before you ask, 59% of customers are going to order pepperoni. And stores like this one haven't been spared from the worst of the labor crunch. Like any cinnamon twist with that today? Sure, that's fine. Now, there are challenges with staffing, retention. Oui, la rétention, There is effectivement. the competition of, all those other delivery businesses that want to take our drivers. At the very end of the process, the hot pies finally head out for delivery. Today, still by humans in fleets of electric cars. But maybe tomorrow, That's cool. in driverless ones. We're going to keep trucking the product to our customers and get it done. My favorite pizza happens to be the chicken Alfredo right now, but next week it might change. It's anything that has jalapenos. Plain Jane, I like pepperoni sausage. Yes, I would put triple pineapple on my pizza. I love it. I mean, hey, look, you could just tell. I'm not lying. Bon, écoute, bon petit reportage. Je vais vous partager la chaîne YouTube. Puis ça va être tout pour aujourd'hui, là. Mais j'aime vraiment Insider Business. Je pense, Simon, là, je pense que tu vas bien apprécier toi aussi ce qu'ils font. Ouais. Effectivement, tu sais, c'est un bon coup. Mais t'as envie de faire ça. Puis, tu sais, au final, le contenu sponsorisé comme ça, c'est que tu sais, ça coûte moins cher que le faire in-house. Mais tu sais, c'est bien pensé. Même, tu sais, c'est un peu. Tu sais, probablement du contenu commandité. Il y a quand même une bonne réflexion en arrière. Tu vois, je veux dire, tu sais, que la chaîne s'adresse un peu à des gens tu sais, qui se connaissent un peu en business, qui se connaissent un petit peu en com, c'est bien expliqué, mais tu sais, il parle de points quand même suffisamment précis, sans aller dans l'aspect trop stratégique qui va être confidentiel, mais il parle quand même de choses, moi, qui me parlent bien, puis je suis capable de voir la réflexion qu'ils en ont eu en interne. Puis là-dessus, Domino, pour leur situation de pénurie de main-d'œuvre, ont eu la solution de rêve que tu vas avoir là-dedans. Ouais, ben tu sais, c'est ça que tu veux. Puis tu sais, le contenu commenté, ça marche très bien présentement. Tu sais, je peux te dire, moi, c'est de quoi que je recommande régulièrement à mes clients avec des North City puis ce genre de Montréal Blog. C'est des choses que je peux, on va dire, couramment ou que les publics reportages avec la presse sur Radio-Canada. C'est des choses que j'ai déjà recommandées. Tu sais, c'est que tu peux aller un petit peu plus loin dans l'explication qu'une publicité de 30 secondes. Puis tu sais, le but n'est pas le même. Là, tu veux vraiment y aller un peu sa notoriété, oui, mais tu veux vraiment expliquer ton fonctionnement pour les gens qui seraient intéressés et qui veulent en apprendre plus. Exactement, tu peux en faire des shorts sur TikTok, Instagram, des YouTube Shorts, tu peux le publier sur Facebook. C'est du beau contenu que tu peux réutiliser, qui fait bien paraître ta marque. Puis c'est mieux qu'un article de blog que tu aurais publié sur ton site. Ah, mais je te dirais que ça, présentement, pour être en contact avec des. Puis j'en parlais avec les gens, plus avec Avalon puis Sonic en voice chat. Je te dirais que présentement,
ceux qui vendent du média poussent bien le long form content, là. Quand je parle à des représentants d'entreprises médiatiques, le long form content, là, les longs articles de blog puis les publi-reportages, là, ils poussent bien pour la vente. Fait que je te dirais que ça devient de plus en plus utilisé. Ah, ok, oui, non, effectivement. Là, oui. Là, je suis d'accord avec toi. Oui, oui, oui. Là, je suis 100% d'accord avec toi. C'est quoi qu'il faut expliquer. Euh, pour moi, le prix en vaut clairement, c'est l'investissement. Puis, ça fait partie de stratégies que tu vas utiliser, notamment en communication de crise, où, tu sais, si tu es vraiment en retard, ça peut donner un kickstart puis refaire, mettre à la mode ton industrie. Tu sais, je ne peux pas aller dans le détail, mais on a réussi avec ce genre de contenu-là à rendre une place qui n'était pas populaire, qui était vue comme démodée, comme une destination tendance au Québec. Puis un produit tendance que maintenant tout le monde veut faire, puis que tout le monde sur Instagram voulait aller avoir une photo avec le produit et le lieu en question. Parce qu'il y a eu des. Ça a fait bien parler sur des médias comme Nurse City. Ça marche bien. Parce qu'il y a plein de belles choses qui existent, puis de beaux produits, puis de beaux lieux au Québec ou partout dans le monde. Puis tu sais, faut juste des fois leur mettre en valeur, leur réexpliquer différemment à une nouvelle génération, à un nouveau public sim qui ne le connaissait pas, puis qui ne connaissent pas le produit. Puis là, ils vont faire Ah, wow, c'est donc bien cool. Tu sais? C'est ça. Fait que, tu sais, des fois, puis le long form content permet de l'expliquer. Puis on le voit avec l'émergence des podcasts. Tu sais, les podcasts, puis tu sais, juste le stream, regarde là, ça fait quoi, 3 heures qu'on est dans le stream, puis là, on a eu une belle petite discussion avec vous. C'est un long form content que je suis en train de faire là. Tu sais, les gens aiment ça, tu sais, puis c'est paradoxal parce que, tu sais, les shirts marchent très bien aussi, mais les shirts puis le long form content n'ont pas le même objectif, ils n'ont pas nécessairement toujours le même public sim, ça ne va pas être consommé dans le même contexte. Mais il y a clairement encore une demande pour le long form content explicatif sur des articles de fond, que des gens qui ont pris le temps d'écrire l'article ou d'expliquer le produit comme il faut. Il y a une demande pour ça, puis je dirais peut-être plus qu'avant. Tu sais, avant, on voulait vraiment, c'était la publicité 15-30 secondes à la télé qui était très populaire. Mais là, avec Internet, c'est pas mal plus facile de faire du long form content qu'avant. Puis il y a une demande pour ça. Les gens veulent en apprendre plus, tu sais. Ben, c'est ça. Ben, écoute, désolé, là, c'était pas mal la thématique des vidéos qu'on a regardées aujourd'hui. Puis j'ai pas le choix, puis je trouve le sujet intéressant. Euh, mais ça, les gens ont envie de savoir comment que le produit fonctionne, comment que l'entreprise fonctionne, surtout en matière de nouvelles technologies. Là, tu parles d'intelligence artificielle, de fait qu'on va automatiser des restaurants, mais le monde va vouloir savoir comment ça marche. Pourquoi tu utilises un robot? Là? Qu'est-ce que ça fait le robot? Pourquoi c'est plus un humain? Et tu l'expliques. Puis c'est pour le coût de production que ça fait, puisque ça peut t'amener, franchement, ça en vaut la peine. Là. C'est un bon débat. Ben nice. Nice, nice, nice. Fait, tu sais, généralement, tu n'étais peut-être pas là à ce moment-là où tu l'étais. Je fais justement le début du stream du monde de mon dimanche à checker ce qui se passe sur Kickstarter. À checker les petites affaires. C'était bien. Fait en tout cas, ça va être tout pour aujourd'hui. Merci vraiment d'avoir été là. Il y a eu beaucoup de fun à discuter. Merci d'avoir été là, Stella. Merci d'avoir été là, Simon, Avalon. euh, Sonic, Babylone, je ne sais pas si c'est encore là. Merci d'avoir tout le monde été là. Pour les autres qui n'ont pas trop parlé dans le chat, merci d'avoir été là. Pensez à follow, sub si vous en avez envie. C'était Charles Lancaster. Je vous dis à la prochaine. Puis je vais juste finir là-dessus en vous montrant c'est quoi mon horaire de stream. Là. J'en avais un petit peu parlé hier, mais je vais vous montrer ça rapidement juste pour que vous soyez tout le monde soit au courant. Je vais vous montrer ça rapidement donc je ferme le live. Ce que je vais faire. On va remettre le chat ici, voilà. Donc, demain, ça va être du GTA RP. On a une belle petite rencontre. On va croiser justement Simon qui est dans le chat en roleplay probablement. Mardi, un 911 Operator. Jeudi, ça va être GTA RP. Puis samedi, ça va être du American Truck Simulator. Mais demain, c'est ça, GTA. Puis on va être avec probablement. Je vais vraiment jouer avec Lawrence demain.
À voir si j'ai besoin avec le juge, parce qu'on fait une rencontre avec les avocats, là. Il y a une rencontre au DOJ, fait que je sais pas trop sur quel personnage je vais jouer. Si j'ai le choix, je vais y aller avec Lawrence. Si je dois y aller en tant que juge, ben, je vais y aller sur du juge. On va voir. Fait que, en tout cas, merci d'avoir été là, tout le monde. Me fait bien plaisir de passer la matinée puis le début de l'après-midi avec vous. Présentement, là, il est 14h17 heure IST, heure de Montréal. Donc, je vous dis à la prochaine. Take care, gang. Je vais aller voir un petit truc. Il y a quelqu'un qui est en train de streamer. On pourrait aller raid. Je pense pas que je connais bien des gens qui sont en train de streamer. Non. Fait en tout cas, merci d'avoir été là. Je vous dis à la prochaine. Ciao, bye. Je me trompe. Non, le stream fini. Bon, ciao.